Parce que les backlinks, ça coûte une blinde. Et t'en as qui ont des techniques et de folie pour acquérir des backlinks. Ils ont des solutions qui sont, comment dire, élégantes. Parce qu'au lieu d'aller payer des médias pour un lien à 5000 balles, ils vont aller créer un contenu en 3 heures, 4 heures, 5 heures, et l'envoyer à plein de médias. Et le contenu est tellement bien pensé qu'il y a plein de médias qui font des liens directement, gratuitement. Il y a pas mal de sites anglais qui font ça. Il y en avait un qui a fait une étude sur le prix des costumes des écoliers pour les filles et pour les garçons. Ils se sont rendus compte que le prix était plus cher pour les filles, mais c'est 8% plus cher. On va faire un dossier dessus. Ils ont fait l'étude, ils ont appelé ça avec un nom un peu sexy, la Pink Tax. Ils l'ont envoyé aux journalistes sur cette thématique-là. Et là, carnage. Tous les journalistes ont créé des articles et le site s'est fait l'équivalent de 20 000 balles de backlink. Comme ça. Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Aujourd'hui, on va parler SEO et on a un programme chargé, vous allez voir. On va apprendre plein de choses avec Paul Grier, spécialiste SEO que vous connaissez peut-être sur LinkedIn, car il produit du contenu de qualité. Alors, je vais te laisser te présenter en 2 mots, Paul, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, merci d'être venu déjà et je te laisse te présenter. Ouais, avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. En très très bref, je m'appelle Paul Grier du coup. J'habite un peu en ce moment à Grenoble où je m'entraîne beaucoup. Je fais beaucoup de sport à côté du SEO qui n'est pas toute ma vie parce que j'ai aussi un métier dans les énergies renouvelables. J'ai 2-3 projets avec mon père, avec mon frère. Et c'est vrai que le SEO, c'est une grosse partie comme de ma vie. Effectivement, je donne un peu de contenu sur LinkedIn. Et là, récemment, en fait, tout au long de mes missions SEO, donc ça fait un peu plus de 5 ans, j'ai développé des outils plutôt pour mes propres besoins et pour m'amuser. Et là, j'en ai mis un disponible au public qui s'appelle TOT. Et voilà. Et je me mets un petit peu dans le bain. Là, je suis passé à mi-temps pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour le sport et pour TOT. Et donc, je vais essayer de le développer cette année. Et juste une question, est-ce que tu dirais que tu disais que tu faisais du sport à côté du SEO, mais est-ce que tu dirais que le SEO c'est du sport? C'est un type de sport. Après, je pense que j'imagine qu'ils ont ça en SEA, j'imagine qu'ils ont ça dans toutes les thématiques, mais oui, effectivement, on a des bons et des mauvais joueurs, on a des règles, on a des objectifs. Après, contrairement à un match, t'as pas de fin. C'est ça qui est un peu particulier. Mais Ouais, oui. c'est le thème en anglais, comment ils appellent ça? Infinite game ou quelque chose comme ça? Où on joue tout le temps, on perd, mais on peut rejouer à l'infini. C'est ça. Bon, il faut éviter de Ok, perdre avec est-ce que le tu type pourrais de nous dire, player, donc tu nous... Comment? Oui, c'est ça, il faut éviter, oui. Donc tu disais, moi je connaissais déjà, tu pourras nous en parler tout à l'heure. Et donc par contre, j'apprends que tu as d'autres outils sous la main, donc que tu utilises toi dans ton métier de tous les jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai différents petits sites à moi en side business, d'autres pour des missions SEO où j'ai besoin de développer des trucs un peu particuliers, que ce soit en maillage interne ou en recherche de liens, des choses comme ça. Et donc, ouais, j'en ai. Là, le dernier, je m'en suis fait un la semaine dernière. C'est pour aller chercher des liens morts. Donc, en fait, je rentre un mot-clé, ça me sort des mots-clés qui sont assez connexes. Ça va chercher sur la SERP des liens morts qui sont dans les pages qui se référencent, dans le top 100. Et du coup, moi, derrière, je peux aller soit contacter ces sites-là qui ont des liens en 404, et leur dire, vous avez un petit lien mort, est-ce que vous pouvez le changer, si ça s'y prête. Et sinon, en fait, si c'est le site entier qui est mort, je le rachète, je le remonte, et comme ça, soit je fais une redirection vers mes sites. D'accord, ça. Sympa. Mm. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots ce que ça veut dire SERP? Ah, la SERP, pardon, c'est la page de résultats de Google. Ouais. Je t'arrêterai si je vois qu'il y a de techniques pour que tu expliques. Il n'y a rien de compliqué mais c'est juste qu'on ne connaît pas. Je voudrais pas perdre les gens. Ça, c'était SEO, il y a un jargon qui est interminable. Oui, c'est comme maillage interne. On pourrait aussi dire ce que c'est.
Ouais, c'est vrai. Bah, ça, pour le coup, c'est les liens qui sont faits entre les pages d'un même site. Et bizarrement, on ne Ok. parle pas de maillage externe, ou alors pas trop, mais ça pourrait être appliqué à toutes les pages d'Internet. Oui, aujourd'hui, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le sujet, mais effectivement, ça pourrait faire le sujet d'un autre podcast. Toute la technique SEO pour être bien classé. Je préparais des questions avant qu'on se retrouve aujourd'hui, et je me disais, mais c'est sans fin. Enfin, le SEO, c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre, et enfin, c'est Ouais, ah vraiment sans bah, fin. ça, il y a tellement de thématiques, rien que même en francophone, sur les forums, il y a des milliers de pages. Enfin, c'est terrible. Et ça s'arrête jamais parce que ça change tout le temps. C'est toujours un jeu du chat et de la souris entre les SEO et Google. Mais, mais ouais, effectivement. Et le SEO, alors tout à l'heure, tu m'as apporté un point en off, un point important. Tu me disais que je pense que les gens ont deux images en tête du SEO, et ça va correspondre aux pratiques qui existent. Soit on pense créer du contenu, soit aux liens externes. Et ce sont deux pratiques différentes. Moi, je suis plutôt du côté créer du contenu, tu vois. Les Mm. liens, j'en ai entendu parler comme avec les backlinks, mais je n'utilise pas trop. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Je pense que ça va nous servir après pour la compréhension. Ouais, bah, c'est pas deux pratiques qui sont antagonistes, c'est même tout à fait complémentaire. Et les gros sites jouent avec les deux. Les SEO jouent sur les deux tableaux. Mais par contre, effectivement, le SEO, tu as des bons résultats quand soit tu passes beaucoup de temps, soit tu passes beaucoup d'argent, soit tu as une très bonne technique. Mais on a rarement un budget illimité, un temps illimité, donc il faut prioriser. Il y en a certains qui vont prioriser en achetant des backlinks ou en les plaçant en faisant de l'échange. Donc des backlinks, c'est des liens entre des pages, entre différents sites. Ou bien bah, le contenu. Et suivant nos écoles, on peut mettre le focus sur l'un ou sur l'autre en priorité. Mais bon, tous les gros résultats, il faut du contenu de plus ou moins bonne qualité et il faut des backlinks de plus ou moins bonne qualité. Ça dépend à quel marché on s'attaque. Voilà. Mais la base reste quand même des backlinks sans contenu, c'est un peu. Est-ce que ça existe? Ouais. Est-ce que ça existe des sites Oui. Oui, oui, bah, en fait, on peut référencer des sites qui sont monopages, par exemple. C'est, Oui. alors, d'expérience, moi, je trouve ça beaucoup plus compliqué. C'est aussi peu pertinent parce qu'en fait, le contenu, ça ne sert pas que à te référencer, ça va servir à convertir les clients derrière, enfin, les prospects derrière. Et sans ça, sans cette confiance que tu construis avec ton contenu, bah, c'est compliqué de vendre. Quand même. Je pense que les taux de conversion sont beaucoup plus élevés sur les sites qui ont des bons contenus, enfin, c'est même assez logique en fait, euh, que ceux qui rentrent que par des backlinks. Oh, très bien. Et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, sur ta fiche LinkedIn, je voyais que tu avais travaillé dans une agence de contenu. Toi-même, tu as créé du contenu, c'est ça, avant? Euh, Créer du contenu, non. Enfin, j'ai jamais été rédacteur. Mais en fait, le tout premier job en SEO que j'avais fait, c'était quand j'étais en première année d'école. J'étais allé à un meet-up sur le SEO, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et là-bas, j'avais rencontré un mec qui disait qu'il avait besoin de rédacteur web. Et du coup, j'ai dit que je pouvais m'en occuper, il n'y a pas de souci, on était plusieurs et on pouvait se charger de ça. Il a dit oui. Du coup, le soir, je suis allé chercher un bouquin sur le SEO, celui d'Olivier Andrieux, Abondance, c'est celui qui tient le site de Abondance. Et du coup, bah, j'ai poncé le livre en une nuit. Et derrière, on a délivré la mission. Et derrière, je me suis dit, c'est quand même vachement relou de créer tout ce contenu-là. Plus jamais de ma vie. Par contre, si lui, il avait des galères pour trouver des rédacteurs, et pourquoi pas faire une plateforme. Du coup, j'ai commencé à faire une plateforme pour trouver des rédacteurs. Et du coup, à partir du livre d'Olivier Andrieux, j'avais fait des tests pour vérifier que les rédacteurs s'y connaissaient en SEO. Quand ils passaient le test, je les mettais sur la plateforme et les gens pouvaient trouver des rédacteurs. Et voilà comment ça a commencé. Ça Ok, date, c'était il y nickel. a Belle avant- 10 ans maintenant. Alors, aujourd'hui, on va parler. Tu m'as cité quelques grosses boîtes qui vont nous détailler leur stratégie d'hypercroissance. Donc, tu m'as cité, juste pour donner l'eau à la bouche, un peu Monday, Zapier, Fellory. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Doctolib, Ecoutizer, Nomadlist, Mm. World Population Review, Product Hunt, Shopify, Doctissimo et d'autres. Par lequel tu veux commencer? Je pense qu'on peut commencer avec celui qui est le plus classique, entre guillemets, peut-être Monday.
Monday.com. D'accord. En gros, ça, c'est un tool de management de projet. Et eux, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en parlent comme une énorme réussite SEO. Et parce qu'en fait, ils sont très, très bien positionnés. Je me demande s'ils ne sont pas premiers sur Project Management, qui est un mot-clé ultra concurrentiel. Mais en fait, quand tu regardes un peu la strat derrière, ils ont juste brûlé des quantités de cash qui sont impressionnantes. Ils ont juste appliqué des méthodes, plus ou moins bien, pour se référencer. Mais c'est vraiment juste parce qu'il y avait des camions d'argent à mettre derrière. Mais sans ça, ça paraît très compliqué. En fait, il y a d'autres acteurs du project management, oula, il faut que j'articule, qui ont des résultats peut-être un petit peu moindres, mais qui ont dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent. Donc en fait, qui ont un ROI qui, à mon avis, est bien supérieur. Et en gros, Monday.com, ce qu'ils ont fait, bon, déjà, ils ont levé 225 millions. Et après, ils ont créé énormément de contenu. Et je crois qu'ils sont passés de 70 à 5000 pages depuis 2019. Et ils ont bombardé en backlink. Donc, ils ont payé des gens pour que des sites leur fassent du lien. Et des fois, ça allait jusqu'à d'après mes estimations, entre 2 et 7000 balles par page de backlink. Donc, c'est énorme comme dépense. Et bah, forcément, quand on bourrine comme ça finit par marcher. Ils ont une courbe de trafic qui est magnifique, hein, qui fait une belle exponentielle. Mais derrière, quand tu fais les ordres de grandeur du prix par page, en fait, c'est énorme. Et le prix par. Du coup, on a des estimations du trafic. Et vu qu'on sait combien ils ont de pages, combien ils ont de trafic, on peut à peu près estimer le coût par visiteur. Et quand tu compares ça à d'autres stratégies, le coût par visiteur mensuel, il est hyper élevé. Et alors que les autres acteurs que tu as cités, ils ont tous trouvé un petit truc pour que le coût d'acquisition il soit vachement moindre. Donc soit ils ont automatisé une partie, tout ou partie, soit ils ont laissé les internautes, les utilisateurs créer eux-mêmes le contenu, soit les backlinks, ils ont trouvé des petites stratégies pour ne pas avoir les payer. Mais voilà, il y a plein de techniques. Mais en gros, Monday, c'est une réussite SEO qui se base que sur l'application de méthode. Donc voilà. D'accord, là, je viens d'aller sur leur site pour regarder leur prix, effectivement. Le prix, bon, il y a une offre gratuite, mais on peut peut-être pas faire grand-chose. Mais derrière, ça commence à 8 € et le pro, c'est 16 €. Donc j'imagine que le coût d'acquisition, il doit être plus élevé, en fait, je suppose. Je suppose qu'ils ont fait une tactique, tu vas me confirmer, où ils se sont dit, vu qu'on fait du récurrent, on peut se permettre d'acquérir quelqu'un cher, vu qu'on va le garder à vie, certainement. Et du coup, on va se rattraper par la suite. Alors, Est-ce que avis, tu as vu ça je ou sais pas? pas. Mais c'est sûr qu'en tout cas, bon, le SEO, c'est pas du tout leur seule source d'acquisition. Je sais qu'au début, ils étaient vraiment que en paid et qu'ils ont vraiment beaucoup tardé à aller sur le SEO. Mais pour te donner un ordre de grandeur, j'avais calculé et on était à 124 à peu près visiteurs par page sur leur blog, ce qui faisait du 80 centimes par visiteur mensuel par rapport aux dépenses. 80 centimes, c'est élevé comme prix en SEO. Et donc, derrière, enfin, ils convertissent pas tous les visiteurs. Peut-être qu'il en faut 200 pour avoir un client, parce qu'en plus, ils ratissent super large avec leur blog. C'est pas des clients, c'est pas des prospects hyper qualifiés qui arrivent sur le site. Donc, oui, je pense que leur coût d'acquisition est assez élevé, parce que tout le monde n'a pas besoin d'un project management tool. Et voilà. Aussi, tu viens d'aborder un point intéressant, c'est que le SEO ne sert pas forcément à convertir, et c'est aussi à faire du branding, j'ai envie de dire, à nurturer un peu les gens, à les nourrir pour que soit ils parlent de toi autour d'eux, soit qu'ils deviennent clients plus tard, en fait. Ah bah, c'est sûr que ça couvre plusieurs aspects, mais le branding, ça ne paye pas immédiatement. Et quand tu as des budgets qui sont limités, souvent, tu peux faire la stratégie d'aller d'abord chercher les requêtes qui vont convertir le plus pour toi. C'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est ce qu'on recommande. Et j'aimerais revenir sur un point, tu disais ils payaient 2000 à 7000 € par backlink. Donc tu disais que c'était cher. Comme ça, j'ai envie de dire oui, c'est cher, mais est-ce que tu pourrais nous donner un point de référence, en fait, normalement, ça coûte combien, en fait, un backlink? Alors, en fait, c'est pas 2000 à 7000 € par backlink, c'est 2000 ou 7000 €, 2000 à Par page. 7000 € de backlink. Mais pour ça, Sur tu une peux en page. avoir entre 5 et 10 par page. Ouais. Par page vraiment stratégique. Évidemment, ils n'ont pas fait ça sur leurs 5000 pages, mais par exemple, sur celle de Project Management,
celle qui se référence, on est sur ces ordres de grandeur-là. En tout cas, quand j'avais regardé à l'époque. Peut-être qu'ils en ont remis depuis, je sais pas. Et sinon, un backlink, tu as un peu tous les prix. Dans les médias, ça peut aller de 700 à 5000 balles. Moi, personnellement, je crois que j'ai jamais payé un backlink plus de 400 balles. Et sinon, l'immense majorité que je paye, c'est aux alentours entre 80 et 100 euros. Et entre 80 et 80 et 100 euros. Après, il y en a aussi une grande partie que je ne paye pas, parce que soit c'est des échanges, soit c'est des sites de mon réseau. Mais et voilà, quand je les achète, c'est 7 heures de grandeur. Et donc, c'est impressionnant aussi avec Monday, c'est le nombre de pages que tu annonces. Au début, il commençait à 70. Donc, toi, tu as réussi à récupérer ça, en fait. Tu as vu, tu les vois démarrer, en fait. Tu vois qu'ils sont à 70 pages, enfin, qu'ils n'ont vraiment pas grand-chose, et que d'un seul coup, ils vont générer du contenu comme des malades. Est-ce qu'ils ont fait ça d'un coup? Comment tu as vu la stratégie? Est-ce que c'était progressif ou c'est vraiment parti en flèche? En fait, quand ils ont terminé leur levée de fonds, derrière, je pense que les investisseurs se sont dit OK, on va sur le SEO, on met le cash qu'il faut. Et derrière, tu vois que le nombre de pages explose en 2019 et il continue à grimper jusqu'en 2022. Ça se calme un petit peu plus. Je pense qu'ils ont un peu épuisé leur niche et qu'ils se rendent compte que le ROI est peut-être pas tout de suite présent. Mais ouais, en tout cas, c'est une prouesse de gestion du contenu, parce que pour créer 5000 pages en 2 ans, il faut quand même des sacrés teams derrière. Je sais qu'ils étaient passés par une agence SEO, qu'ils n'ont pas fait ça en interne, mais même la gestion en interne pour les devs qui doivent intégrer le contenu, ou même l'agence qui a géré ça, c'est quand même des gros chantiers. Mais bon, là on parle de boîtes qui mettent un budget de plusieurs millions par an. Donc c'est pas le cas de tout le monde. Oui, tu nous avais dit 125 millions. Alors ça, tu parlais aussi qu'ils Oui, c'est ce qu'ils ont enlevé, oui. Très juste, pardon. Je mélange tout. Et tu parlais aussi du fait qu'ils avaient utilisé des méthodes éprouvées. Alors, les méthodes, est-ce que ça se limite au backlink ou il y a d'autres méthodes éprouvées qu'ils ont utilisées pour réussir? Le contenu n'est pas particulièrement génial. J'avais regardé un peu le site. Les contenus, c'est assez moyen. Enfin, tu as une moyenne qui doit être à 1200 mots par page, à peu près, peut-être 1300. Et donc, en fait, ils ont appliqué. Je dis pas que l'agence est mauvaise, mais ils ont appliqué un peu ce que tu vois dans les guides, comment faire du SEO en 2022-2023. Tu fais des contenus de telle taille et tu achètes des backlinks pour pousser ces trucs-là. C'est un peu ce que tu vois tout le temps. Tous les contenus se ressemblent un petit peu. Et derrière, on fait un contenu, on achète du lien, et voilà. Et en fait, ils ont juste répété ça. Ça marche. Tous les sites qui font ça, qui tiennent dans la durée et qui font un contenu à peu près potable et des liens pas trop moches, ça fonctionne. Donc ça, en fait, il n'y a pas de secret. Tu sais que quand tu fais ça, ça marche, mais c'est cher, ça prend du temps. Il y a d'autres acteurs, typiquement ceux que tu as cités, là, Doctissimo, Zapier, Failory, etc., qui ont trouvé des petites astuces pour réduire soit le temps, soit l'investissement nécessaire. Ou souvent les deux, en fait. Ok, nickel. Tu voudrais continuer par lequel On peut parler de Zapier, qui est le plus connu, je pense. Zapier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tool qui permet de connecter des applications entre elles. Donc, par exemple, connecter ton Notion avec ton Google Sheet, ou ton Gmail, ou ton Google Form, ou à peu près toutes les applications en vrai qui existent aujourd'hui sur Internet. Tu peux les avoir sur Zapier quasiment. Enfin, dès que tu dépasses les 5000 utilisateurs, tu es sur Zapier. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont automatisé la création des pages pour connecter tout le 1 avec tout le 2. Par exemple, connecter Gmail avec Google Sheet. Ça, j'ai pas regardé, mais je suis assez sûr qu'ils sont dans le top 3 quand on tape ces mots-clés-là. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que ces pages-là, elles ont été hyper bien pensées niveau conversion. On te montre tout ce qu'on peut faire en utilisant Zapier pour faire exactement ce que l'utilisateur a besoin. Et voilà. Et ces pages-là, en fait, ils ont juste combiné des outils. Ils ont une liste d'outils et ils ont créé des pages pour chaque outil avec chaque outil. Et ça, c'est assez incroyable. Et là où ils ont été super, super forts, c'est que derrière, ils ont demandé aux développeurs des applications de créer eux-mêmes les consignes quand c'était particulier. Donc, c'est même pas eux qui ont eu à créer le contenu. Eux, ils ont créé l'automatisation. Mais si tu payes 30 000 balles pour cet outil-là qui va te servir à créer les pages, c'est pas mal. Mais ça reste une micro-somme par rapport
aux visiteurs que ça leur génère. Donc eux, il y a ça. Après, ils ont pris une claque récemment au niveau du trafic. Je sais que, en gros, pour te donner une idée, le Monday, ils ont 1600 ou 1700 pages qui génèrent moins de 100 visiteurs par mois. Donc eux, quand tu sais qu'ils ont créé les pages eux-mêmes à la main et qu'ils ont payé minimum 150-200 balles avec les frais d'agence, les illustrateurs, etc. Par page, ça fait quand même pas mal de gaspillage d'argent. Zapier, ils s'en fichent, ils en ont 1000 fois plus des pages qui génèrent moins de 100 visiteurs par mois, mais vu que marginalement ça doit coûter 5-10 centimes la page, ils s'en foutent. Et en fait, ils sont bien plus rentables, même avec des pages qui ont beaucoup moins de visiteurs. Et ouais, eux, c'est vraiment une masterclass de comment est-ce qu'on peut répondre parfaitement à l'intention de recherche tout en réussissant à ranker en SEO et à convertir derrière. Je pense que c'est un des gros facteurs de réussite. Et j'avais les ordres de grandeur, je l'ai retrouvé. En gros, j'avais calculé, il faisait par visiteur mensuel, Zapier, ça leur coûtait 12 fois moins que Monday, d'accueillir un visiteur par mois. Donc, donc derrière le ROI, forcément, en fait, tu as plus de marge. Tu peux te permettre d'avoir des conversions qui sont bien inférieures. Alors que je pense que les taux de conversion de Zapier sont bien supérieurs à Monday. Et surtout, derrière, tu peux réinvestir. Parce que tu as une marge de folie sur ton acquisition. Et ça, ils ont fait ça. Et en fait, c'est vraiment leur plus grosse stratégie. Et derrière, ils ont aussi créé d'autres types de pages. Par exemple, meilleures applications pour faire ci, ça, ça, ça. Et derrière, ils mettaient les applications qui peuvent connecter entre elles. Et voilà, ils ont fait plein de tops. Donc, c'était leur principale stratégie. Ça en a inspiré beaucoup d'autres. Je pense que c'était vraiment des précurseurs. C'est ce qu'on appelle le programmatique SEO, donc, où tu as un gros travail en amont pour créer l'outil qui va te créer les pages. Mais derrière, tu peux envoyer, ça devient une machine. Et aujourd'hui, j'ai absolument pas idée de combien de pages ils ont. Mais je pense qu'ils ont 5000 applications en stock. Ça fait du 5000 x 5000 quasiment. Parce que je pense que tu peux toutes les connecter entre elles. Et il y a une page pour chaque. Donc c'est assez fort. Et je pense qu'il y en a un que ça a beaucoup inspiré. C'est un autre site que tu as évoqué, enfin que je t'avais donné au début. C'est Failory. Il me semble que c'est un petit brésilien. Que je connais pas. D'accord, ouais, je connais pas. C'est un. Ouais, je crois qu'il est brésilien. Il fait du contenu pour les startups, en gros. Et là où il a été très bon, c'est qu'il a. En fait, il a quasiment 100 000 visiteurs par mois sur PitchDeck, nom de l'industrie. Donc, par exemple, PitchDeck en food tech, PitchDeck en crypto, etc. Et ça, il a juste payé un freelance ou scrappé, je ne sais pas, récupéré des slides sur SlideShare, des PitchDeck de ces boîtes-là, enfin de différentes boîtes dans ces industries-là. Il les a mis en forme sur son site en expliquant de manière automatique les points clés des slides. Et voilà, 100 000 visiteurs par mois pour un truc qu'il a fait sur Airtable et qu'il a généré ensuite peut-être sur un Webflow ou autre site, CMS de ce type-là. Donc il y a un énorme travail de réflexion pour trouver cette stratégie-là, pour créer les pages qui soient qualitatives. Mais par contre, ça reste 100 fois moins de travail que s'il avait dû faire toutes les industries à la main. Il était à peut-être 300 pages de pitch. Donc c'est interminable. Même si tu en fais une par jour, ça te prend un an si tu n'abandonnes pas avant. Alors que là, peut-être que tout mis bout à bout, ça lui a pris 2 semaines, max. Donc, un autre exemple, mais c'est un petit jeune, je ne sais pas quel âge il a, mais il est très jeune. En fait, ça, Ouais. Ouais, du coup, avec Failory, en fait, tu nous dis que les niches, ça fonctionne encore. On entend souvent, enfin, c'est pareil pour les pubs en SEA, que la niche, avant, ce qui fonctionnait il y a 10 ans sur Facebook, c'est aller à fond dans la niche. Aujourd'hui, on en entend certains dire, ouais, ça marche plus et tout. Et là, tu nous prouves que, si, il y a encore de la place pour ça, évidemment, mais ça demande du boulot, quoi. Ouais, c'est sûr, ça demande de ne pas y aller avec les mêmes méthodes
que ceux qui font que appliquer les techniques qu'on se répète depuis 15 ans. Ça nécessite un peu de réflexion et d'actionner les leviers qui sont à notre disposition. Parce qu'aujourd'hui, tu as plein de CMS, d'outils de création de sites et de gestion de sites qui te permettent de créer des pages automatiquement. Ceux qui l'utilisent à bon escient en créant des pages automatiquement, mais qui répondent très bien à l'intention de recherche, ils cassent le game. Et c'est outil, moi je suis resté, tu sais, à WordPress pour faire du SEO. Ouais. Tu peux nous en parler un peu plus? Alors moi je suis pas mal sur WordPress aussi. Hein. Très majoritairement, la majorité des prestations que je fais en SEO, c'est sur des WordPress. J'ai quelques sites que j'ai codés à la main, mais pour apprendre à coder il y a quelques années. Mais j'utilise pas trop le reste. En fait, ce que j'aime pas trop avec les outils type Webflow, Wix, etc., c'est que quand tu es limité, quoi. C'est compliqué c'est jamais aussi souple. Et des fois, tu te rends compte qu'il y a un truc que tu as envie de faire, et juste par design, tu peux pas le faire. Même si tu codouilles ou quoi, ça marche pas. Alors que sur WordPress, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu développes toi-même, tu peux faire ce que tu veux. Donc, Ouais, PHP, du coup, c'est pratique. ces outils-là. Je sais que je passe souvent beaucoup plus de temps à faire un projet parce que j'utilise pas les outils de no-code, etc. Mais au moins, je suis assez souple et je sais quand ça bug, je sais à peu près d'où ça vient et comment le résoudre. Et tu sais qui a fait le bug. Ouais. Et du coup, le point commun, en fait, pour l'instant, des 3 exemples que tu as donnés, le point commun, un mot, si on devait choisir un mot commun à tout le monde, c'est bourrin un peu. C'est on fait de la masse et derrière, on génère des résultats. Je sais pas si Quitte je à avoir dirais du déchet. bourrin parce que ils font effectivement de la masse, il y a effectivement du déchet, mais derrière, les pages, elles répondent vraiment bien à l'intention de recherche. À l'exception de Monday, où là, quand tu mets 200 balles derrière une page pour créer une page, tu as intérêt à ce qu'elle convertisse et qu'elle soit vraiment de qualité, ce qui n'est pas le cas chez eux. Mais les autres, en fait, ils ont mis tous leurs efforts dans la réflexion. C'est peut-être apocryphe, mais on donne à Einstein cette citation de si on me donnait un problème, je passerais 95% de mon temps à penser, à comprendre ce problème-là, et 5% à réfléchir à la solution. Eux, c'est ce qu'ils font. Ils se disent, mais on a besoin de créer tant de pages, soit on est obligé de lever des fonds, on vide le compte en banque pour le faire à la main, soit on réfléchit, on perd du temps, on réfléchit pendant 2 semaines, mais derrière, on exécute pendant 2 semaines, au lieu de pendant un an. Et donc, je ne sais pas si c'est des bourrins, mais en tout cas, c'est intelligent. Tu vois, si tu veux un exemple de bourrin, tout au début Un vrai? de ma carrière, j'ai été contacté par un mec qui fait du content spinning. Donc, content spinning, c'est tu génères beaucoup, beaucoup de contenu en faisant varier des phrases. Le principe, c'est que le ciel est bleu dehors, tu peux dire il fait très beau, ou il n'y a aucun nuage, ou bien il fait un temps à aller courir. Et ça veut tout dire à peu près la même chose. Tu utilises des mots différents. Et sans entrer dans les détails, tu fais un texte avec une certaine syntaxe et tu peux créer des milliers de pages où elles veulent toutes dire la même chose, simplement il n'y a aucune qui utilise les mêmes phrases. Bref, ce mec nous contacte et il nous dit est-ce que vous savez rédiger en content spinning? On dit non, mais on peut bien apprendre si tu veux. Et la stratégie de ce mec, c'était de référencer tous les services auxquels tu peux penser sur toutes les villes. Donc, par exemple, je sais rien, Babysitter, et bien là, il va créer une page pour les 36 600 communes de France sur Babysitter Lyon, Babysitter Grenoble, Babysitter Saint-Sulpice, Babysitter Paris. Et ça, sur tous les services que tu peux penser. Et infirmier, garde à domicile, infirmier, vétérinaire. Et du coup, tu fais ça, fois 36 600, il y a des millions de pages qui sont désindexées, qui sont dézinguées par Google, mais derrière, il m'avait recontacté 2 ans plus tard pour une nouvelle mission, et il m'avait dit qu'il était à plus de 10 millions de CA. Et en fait, sur ces pages-là, ce qu'il mettait, c'était un numéro payant. Bon, quand j'ai appris son business model, j'ai dit non, parce que franchement, je trouve ça exécrable comme manière de faire de l'argent. Mais bon, whatever. C'était un numéro payant, et derrière, les gens trouvaient les informations et les donnaient au téléphone aux gens qui cherchaient à joindre un vétérinaire. En fait, ils disaient oui, allô. En fait, j'ai pas testé, mais j'imagine qu'ils disaient oui, allô, vous cherchez un vétérinaire à Lyon? D'accord, attendez, j'ai vous trouvé ça. Ils donnaient le numéro ou le contact et les horaires d'ouverture. Bon, c'est vraiment
faire de l'argent sur une faille dans le système. Je trouve ça moche. Mais, ça c'est un bourrin. Où les textes étaient franchement pas terribles, même voire complètement dégueulasses. Mais ça marchait très bien. Oui, j'imagine, parce que intellectuellement, j'arrive à comprendre comment on peut faire une variation de texte sur 10 variations, justement. Aujourd'hui, si on utilise ChatGPT, qui sera peut-être un renouveau d'ailleurs pour le content spinning, il arrive à faire des variations, on peut peut-être monter à une centaine, mais faire 36 000 variations propres, comme tu dis, j'ai du mal à imaginer quand même. Ça me semble complètement hallucinant. Si on y passe du temps, en content spinning, on peut faire vraiment des pages vraiment qualitatives. Moi, j'ai des sites qui tournent. Il n'y a plus de contenu qui est ajouté, mais où le contenu est à base de content spinning. Les pages se référencent plutôt bien, ça me rapporte un peu chaque mois, et le contenu est propre. C'est des vraies infos. Simplement, j'y ai passé un temps monstrueux à la main pour faire vraiment ce qu'on appelle la spin tax et faire un truc propre. Lui, c'était pas du tout son objectif. Son objectif, c'était d'avoir des mots. Et voilà, c'est tout. Mais si, on peut faire 36 000 variations, même beaucoup plus. J'ai fait un tool pour récupérer les textes quand tu les génères. Tu en génères 1, 2, 3 millions, et tu récupères les 1, 2, 3 000 les plus uniques les uns des autres. Donc c'est une puissance de calcul monstrueuse. Mon ordi, il s'est éteint 2-3 fois. Mais derrière, les textes étaient vraiment différents. Et tu avais vraiment beaucoup, beaucoup de variations. Alors que, tu vois, typiquement, tu parlais de ChatGPT. Là, je trouve que tu as des patterns qui se retrouvent vraiment super vite, pour le coup. Tu peux tester, tu donnes un texte, tu dis paraphrase, 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 et au bout de 10 fois, en fait, c'est vraiment la même chose. Ouais, je confirme. Il n'y a pas que pour ça aussi. Des fois, je lui demandais donne-moi des exemples de tel truc, enfin, donne-moi 10 exemples. Je lui dis 10 autres, et puis au bout d'un moment, tu dis, mais attends, tu me l'as déjà donné, ça. Ouais. Puis il répète, et après, c'est les 10 exemples qui sont exactement identiques. Au bout d'un moment, il n'y arrive plus. Par contre, j'avais essayé de le faire spinner, ChatGPT. Je lui avais donné la syntaxe du spinning en lui expliquant, voilà, là, tu as une accolade, là, tu as une barre pour différentes propositions. Et il arrivait à me faire du spinning potable. Donc, c'était assez intéressant. Et pour revenir sur la citation d'Albert Einstein, moi je connais la même avec Abraham Lincoln, je crois, mais c'est une variation où c'est t'aiguises tâche pendant 8 heures et puis après tu as une demi-heure pour aller couper l'arbre. Donc c'est un peu la même chose qu'avec la réflexion et passer à l'action après. Oui, les citations sur Internet. Ouais, ça, il y en a plein. Mais cette stratégie de générer du contenu pour les villes, c'est typiquement ce qu'ils ont fait Doctolib. Avec eux, ils ont une stratégie qui est monstrueuse d'efficacité. C'est qu'ils ont des pages pour se référencer, par exemple, sur ophtalmologue. Et donc, ils visent le mot-clé ophtalmologue. Et donc là, ils listent plein d'ophtalmologues. Mais derrière, ils vont aussi créer plein d'autres pages dans le même sous-dossier pour aller chercher ophtalmologue plus ville. Donc Paris, Lyon, Metz, Nice, Nancy, je ne sais quoi. Et donc, ils sont très très bien positionnés sur toutes les requêtes ophtalmologue plus ville, avec d'autres pages. Mais derrière, donc ça, c'est connu. Par contre, derrière, là où ils ont été très très forts, c'est qu'ils ont aussi créé toutes les pages des praticiens. Et donc derrière, on avait donc Doctolib, /ophtalmologue, /Paris, / le nom du médecin. En fait, il y a plein de gens, il s'avère, qui cherchent directement le nom des médecins. Et vu du coup, c'est la fiche de Doctolib qui se référence, et ils captent un trafic monstre parce que les gens ils voient la fiche du médecin, un bouton prendre un rendez-vous, let's go, hein. On y va direct. Et ils ont capté énormément de nouveaux utilisateurs comme ça. Et donc là, ils ont vraiment poussé la chose jusqu'au bout en se disant, on a une grande partie des internautes qui cherchent des ophtalmologues à Paris, et il y en a, ils en cherchent un en particulier. Et on va faire des pages. Et donc là, et en fait, ce qui est encore mieux, c'est que c'est encore une fois, c'est pas eux qui ont créé le contenu, parce que sinon, ça serait interminable et beaucoup trop coûteux. C'est les praticiens qui se connaissent parfaitement, ils connaissent bien leurs horaires, il n'y a pas d'erreur, etc. Ils connaissent bien leur spécialité, ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Et c'est eux qui ont fait les pages. Et voilà. Est-ce que tu sais comment ils se sont lancés? Parce que je suppose au début, si tu dis au médecin, viens remplir ta page, il te dit, ok, mais t'es qui toi? T'es pas encore connu. Tu penses qu'ils ont commencé à la main et après, par exemple,
faire un peu la technique de la niche, se mettre sur un quartier et faire en sorte de prendre tous les médecins d'un quartier. Je sais pas, mais je pense que comme toutes les marketplaces, ils ont dû commencer à un endroit. J'imagine qu'ils ont commencé par choper des praticiens, parce que sinon les gens qui cherchaient des médecins, ils avaient vraiment, vraiment aucun intérêt à y aller. Euh, mais je sais pas, moi si je devais créer ça, je pense que je ferais d'abord un outil qui leur sert, par exemple gestion des rendez-vous, des choses comme ça. Comme ça, je vais chez eux et je leur dis pas que c'est pour avoir plus de patients, plus de facilité. C'est un outil que juste je pose chez eux. Et derrière, je pourrais dire, ah ben on a une nouvelle fonctionnalité, maintenant les gens peuvent prendre directement des rendez-vous. Et comme ça, toi, tu as déjà équipé tes praticiens avec un logiciel, tu n'as plus qu'à faire une mise à jour. Pourquoi pas? Mais aller voir tous les praticiens en leur disant, rejoignez notre plateforme, on aura plus tard des gens qui prendront rendez-vous, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est hyper compliqué, hein. De toute façon, ce genre de business, terrible à monter. Donc là, on voit bien un pattern qui se dessine depuis le début là, avec les 4 premiers exemples. C'est à chaque fois, c'est un peu disrupter le marché, enfin, son marché du point de vue SEO. Il faut regarder qu'est-ce qui se fait dehors et aller sur ce qui se fait pas encore en fait pour percer le marché directement. Chacun utilise une technique différente, c'est passionnant. Je pense que tout le monde va trouver ça passionnant. Alors, avec qui tu voudrais continuer? On le fait dans l'ordre qu'on avait dit tout à l'heure, peut-être. Ecoutizer, tu veux continuer? Ecoutizen, ouais. Et bah, eux c'est une autre masterclass. Donc, c'est pas les ordres de grandeur de Doctolib, mais en gros, c'est pour acheter et vendre des actions d'entreprises qui sont cotées. Du coup, ils visaient les requêtes des gens, ils tapaient acheter Tesla, acheter SpaceX, ou vendre SpaceX et vendre Tesla. Donc pour chacune, il y a une page différente. Et ils ont généré ces pages en masse, parce que c'était très simple pour eux. Ils ont la liste de toutes les entreprises qui sont cotées. De toute façon, ils les ont en base de données. Et derrière, ils n'ont plus qu'à créer la page. Et ils ont fait ça automatiquement en mettant les bons call to action aux bons endroits. Et en tout cas, à l'époque, quand j'avais vu passer ce site-là, ils étaient plutôt bien positionnés sur requête, enfin acheter la compagnie. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont donné aujourd'hui, mais je pense qu'ils sont toujours bien placés. Ça, il faut savoir qu'on a quand même un gros billet du survivant sur ce genre de stratégie. Parce qu'il y en a plein qui testent avec des niveaux de qualité qui ne sont pas suffisants et ça décolle jamais. Ou bien niveau de qualité juste assez suffisant, ça décolle puis ça se prend une claque. Et il y en a quand même. Et nous, on voit que ce qui marche. Mais je pense que derrière, il y en a 30-40 qui se cassent la gueule en essayant des stratégies comme ça. Et on le voit avec Zapier, avec d'autres. Ça marche un temps, puis Google trouve que les pages sont pas suffisamment de bonne qualité, ou bien la stratégie est copiée par quelqu'un qui l'a fait un tout petit peu mieux, et du coup, ça se fait déclasser. Donc, faut pas. Enfin, c'est difficile. Nous, on voit que ce qui marche. Mais, voilà. Mais en tout cas, Ecotizen, c'était une belle strat. Il y avait une autre grosse, c'était World Population Review. Donc, eux, je ne sais pas où ils captent leurs données, mais c'est un truc tout con. Ils affichent le nombre d'habitants dans une ville. Par année, ils ont un texte à trous qui remplissent. Donc, Grenoble a tant d'habitants pour une superficie de temps. Et en fait, c'est comme s'ils avaient créé leur page à partir d'un tableau Excel. Je pense que c'est à peu près le cas. Et sauf qu'ils ont créé pour une quantité de villes impressionnante. Et le site se finance grâce à la pub. Il y a plein de gens, plein de gens qui tapent nombre d'habitants à Lyon, nombre d'habitants ta ville. Ils n'ont aucune intention d'achat, on est d'accord. Donc, s'ils essayaient de se monétiser autrement que par la pub, ça serait un peu compliqué. Mais là, en l'occurrence, ils ont bien trouvé le bon business model par rapport au niveau de qualification de leurs internautes. C'est de la pub, ça passe. Et de toute façon, ils font des millions de visites. Donc ça leur suffit. Et donc, eux, ils ont scrappé de la data, ou bien ils sont connectés à des API, je ne sais pas. Mais ils ont automatisé, pareil, la création de ces pages-là. Après, et ça, en fait, ce qui est hyper malin dans leur stratégie, c'est qu'ils ont d'abord fait ça. Ils ont d'abord créé ces pages avec le même format pour toutes. Et ensuite, dans leur Search Console, ils ont vu qu'il y avait des pages qui étaient directement bien positionnées. Ils se sont dit, OK, on va les laisser là. Par contre, il y en avait
qui oscillaient, qui étaient en top 15, top 10, mais qui dépassaient rarement la 8e position. Et là, derrière, ils ont pris toutes ces pages-là, ils ont rajouté du texte à la main. Et ça, c'est hyper malin comme technique parce que du coup, tu mets ton effort uniquement sur les pages qui en ont besoin. Et en faisant que par petits bouts, comme ça, et bah, tu maximises ton ROI. Tu dépenses juste ce qu'il faut. Et donc, sur ces pages-là, ils ont rajouté, je ne sais plus, j'ai regardé, mais peut-être 600 mots de contenu à la main sur la ville. Tu as peut-être 50% des pages qui sont allées se positionner dans le top 3. Parfait, on les laisse là. Et tu en as les autres 50% qui sont montés, mais qui étaient dans le top 6 peut-être. Et bien là, ils ont repris ces pages-là, on rajoute du contenu, et let's go. Et ils font ça au fur et à mesure. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, Tokyo, par exemple, je sais, j'ai aucune idée, mais je pense que la page, elle doit faire 1200, 1300, 1600 mots peut-être. Alors que Grenoble, elle doit faire 200 mots. Donc voilà. Ça, c'est une approche pragmatique, je trouve, et assez intéressante pour créer ces pages-là. D'accord. Et tu disais que les pages, au début, quand ils ont créé les pages, elles étaient... alors, c'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être pas le mot que tu vas utiliser, mais tu vas me corriger. Qu'elles étaient en gros identiques. Est-ce que c'est des copies conformes les unes des autres? Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que ça gêne pas? On entend souvent Google, il n'aime pas de contenu dupliqué. Comment ça joue là-dessus, si elles sont trop proches les unes des autres? En fait, ça dépend de ta thématique de page. Là, évidemment, les pages sont très proches, mais elles ne donnent pas non plus la même information. Tu en as une, même si elles sont à 80% similaires, tu en as une qui donne le nombre d'habitants à Lyon et l'autre le nombre d'habitants à Chambéry. Du coup, l'information délivrée est différente, donc il n'y a pas de raison que Google pénalise ça. Parce que ça répond à deux internautes qui n'ont pas du tout la même question, en fait. Donc, à partir de là, quand tu es sur ce genre de petite niche, tu peux te permettre d'avoir du contenu qui est très très proche. Sous réserve que Google comprenne, évidemment, que ça ne répond pas à la même intention de recherche. Des fois, ça prend un peu de temps. Par contre, là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont inclus 2-3 autres petites variations. Pour mettre de la data différente, ils ont inclus la data des autres années. Donc là, ça fait encore plus de data différente. C'est pas que en 2022 ou 2023. Ils ont aussi mis, je crois, 2-3 noms de quartiers de la ville. Et pareil, c'est hyper facile à scraper. Et du coup, en grappillant des pourcents de différence entre les pages, tu arrives à un seuil qui n'est plus pénalisé par Google. Et bingo. Et tu vois si tu es pénalisé quand tu lances une page, parce qu'au début, tu n'es pas classé, donc tu ne vois pas de déclassement qui t'indiquerait que ça ne marche pas. Est-ce que tu as un moyen de savoir ou c'est au feeling, en fait, tu dis là, ça ne monte pas, ça devrait monter, c'est pas normal? Non, faire du SEO feeling, c'est franchement pas une bonne idée en général. Non, là, tu as une data, par exemple, dans la Search Console, tu as un onglet qui te permet de voir toutes les pages qui ont été explorées et non indexées. Et donc, à partir de là, toutes celles qui sont là-dedans, bon, éventuellement, tu peux les relancer pour une indexation. S'il n'y en a pas trop, tu peux le faire à la main. Et sinon, tu le fais en masse via l'API. Et si tu vois que ça ne se réindexe toujours pas, et là, dans ce cas-là, il faut les reprendre. Il faut les reprendre, pas forcément reprendre le contenu, tu peux aussi reprendre le maillage interne du site. Donc, c'est-à-dire faire plus de liens depuis d'autres pages vers ces pages qui ont du mal à s'indexer. D'accord. Et ça peut aider. Mais elles sont toutes listées par Google, donc ça, il n'y a pas trop de soucis pour les repérer. Ça me fait pension. Il y a quelques années, j'ai découvert le concept de crawl budget. Tu pourras nous expliquer un peu plus ce que c'est. Et du coup, dans les exemples que tu donnes, j'ai l'impression que les gens ils lancent plein de pages d'un coup. Et comment ça se passe par rapport à ce budget de visite des robots sur les pages, justement? Est-ce qu'il peut tout indexer d'un coup ou pas? Ouais. Alors, en gros, pour définir en vraiment une phrase, le crawl budget, c'est le temps que Google ou un autre moteur de recherche va allouer à ton site web pour découvrir les pages. Si il considère que tu n'as pas beaucoup d'informations à lui donner, il va se dire, celui-là, je lui donne 3 secondes. Et pendant 3 secondes, je vais lire un maximum de pages. Mais terminé, si ces pages-là sont terminées, après, je me barre. Du coup, l'enjeu, sauf que les pages, il les prend pas au hasard, mais il les prend en essayant de copier ce qu'un internaute ferait. Le problème de ça, c'est que si ton internaute, en fait, si tes pages se font des liens, mais toujours entre elles, et que le robot tourne en rond,
et bah, tu as un gros paquet de tes pages qui ne sont pas liées, qui ne seront jamais visitées. Parce que, vu qu'il essaye de copier ce que ferait un internaute, si ton internaute n'a pas accès à ces pages-là, il ne va jamais les trouver. Après, même si elles sont très bien liées, mais que tu en as un énorme nombre, pareil, ton crawl budget, il peut être assez vite épuisé. Et du coup, bah, le robot se barre et il ne référence pas tes pages. Donc ça, c'est... Après, honnêtement, le crawl budget, c'est une problématique pour les sites qui ont beaucoup, beaucoup de pages. C'est pas avec ton site de 100 pages que tu dois t'inquiéter de ça. On parle de gros e-commerce, on parle de gros... ou des créations de 36 000 pages comme ça, ou 5 000 pages. Mais en dessous de ça, franchement, c'est pas tant un problème que ça. À partir du moment où tu as un maillage entre tes pages qui est un minimum cohérent, ça passe la plupart du temps. Il faut laisser le temps à Google de comprendre. Mais voilà. Et j'ai un peu cru comprendre une sous-question à ta question, c'est est-ce que c'est bien de publier tout d'un coup ou pas Oui. toutes ces pages-là. C'est en fait, demande-toi, toi, si tu arrives sur un site et qu'il n'y a que la moitié de la data, ou même que 1% des informations qu'il y aurait dans un an, bah, c'est plus compliqué à comprendre. Tu ne sais pas où sont les limites, tu ne sais pas où t'arrêter, tu sais pas, enfin, tu reviendras plus tard, mais alors que si tu lui donnes toutes les informations qu'il faut, toutes bien liées entre elles, en lui disant là, une fois que tu as lu ça, tu peux aller là, ensuite tu peux aller là, ensuite tu peux aller là, et voilà, j'ai fait le tour, et bah, en fait, c'est plus facile pour tout le monde. Et pareil pour Google. On parle beaucoup de la fréquence de publication. Je ne suis pas convaincu que ça soit un si gros facteur. Et il y a beaucoup, beaucoup de SEO qui préfèrent de très très loin tout publier d'un coup, parce que eux, ça leur fait gagner énormément de temps, parce qu'ils ont déjà tout fait le maillage en amont. Et derrière, Google, comme ça, il comprend toute la thématique du site, l'axe que tu donnes à ton contenu, et derrière, bah, il peut revenir, digérer le contenu, et voilà. Donc moi, je ne m'arrête pas trop avec ça. J'ai pas de problème d'indexation non plus, dans la grande majorité des cas. Ça m'est arrivé, pardon, de publier peut-être, c'est quoi le max 4000 pages d'un coup, et bah, ça prend quelques semaines, mais au final, derrière, c'est bien publié, enfin, c'est bien indexé. Donc voilà. D'accord, ça me fait penser à une autre question, du coup, pour enchaîner là-dessus. Dans une optique de 80-20, c'est est-ce que donc tu publies toutes tes pages qui sont liées entre elles, est-ce que tu aurais tout intérêt pour que Google comprenne de quoi il s'agit, si tu as un manque de temps justement, à publier des articles plus courts que ce que tu voudrais faire plus tard, mais dans l'idée d'y revenir par la suite justement. C'est-à-dire par exemple tu peaufines les 500 tu fais des articles de 500 mots avec dans l'idée de revenir les compléter pour qu'ils fassent 1500 6 mois plus tard. Est-ce que c'est une bonne tactique ou est-ce que c'est pas Ouais. à viser Alors, ça va dépendre de ta thématique. Et si tu vois que c'est une thématique où tu peux répondre aux intentions de recherche en peu de mots, en 500 mots, 600 mots, même 300 mots, moi, je suis hyper partisan de prendre cette approche pragmatique, de répondre hyper précisément à la question, en maximisant la quantité d'informations par rapport au nombre de mots. Je ne sais pas si c'est très clair. Disons que si tu as 3 informations pour 100 mots dans un article normal, toi, tu vas essayer de rentrer 10 nouvelles informations dans 100 mots et de répondre dans un format hyper court. Derrière, tu attends tes 3 mois, tu regardes si ça se positionne ou pas. Si tu vois que ça galère un petit peu, tu peux venir rajouter du contenu. Mais c'est débile d'aller publier directement 2000 mots que tu vas payer et que tu vas prendre du temps à faire si 300 mots c'était suffisant. Donc oui, c'est une excellente technique et je fais ça bien souvent en fait. Et d'ailleurs, dans ma strat que j'applique le plus souvent en SEO, dès que c'est des clients qui sont là pour le long terme, en fait, on publie du contenu et derrière, je me base sur les données de la Search Console pour les rajouter du contenu à ces pages. Et on rajoute du contenu peut-être tous les 9 mois et sur quasiment toutes les pages en permanence. Parce qu'on voit où est-ce qu'elle se positionne, sur quels termes on peut venir retravailler. Et à chaque fois que tu rajoutes du contenu, tu en as d'autres qui repopent dans la Search Console, des mots-clés où tu apparais en 20e position. Et du coup, tu travailles ces mots-clés sur ta page. Et hop, tu en as d'autres qui arrivent. Et tu retravailles ces mots-clés. Et voilà. Ok, nickel. Parfait. T'avais fini avec Population Review? Ouais, en fait, il y en a plein des exemples comme ça, mais oui, a priori, eux, c'est assez basique. Ils ont construit une grosse base de données, ils ont généré les pages à partir de ça. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est pas du spin.
Enfin, je pense que c'est plutôt du texte à trous. Donc c'est encore plus bête. Tu as une variable et ça le remplace. Oui. Et voilà. D'ailleurs, demander d'où venait la data. Alors pour la France, c'est peut-être les données publiques, mais pour les autres pays, je ne vois pas. Même si ça doit être différent dans chaque. Même si Wikipédia est une bonne source quand même. Il y a évidemment les petites communes. Des fois, tu es surpris en fait de la data qu'il peut y avoir même sur une petite commune où on te met la population sur toutes les années précédentes. Mais je suppose que c'est pas leur seule source parce que c'est pas toujours rempli. Ouais, non, je pense que après, il n'y a pas un nombre de pays infini non plus. 200 pays, ça se traite en 3 mois à rechercher les sources officielles s'il y en a. S'il n'y en a pas, bah tant pis. Et s'il y en a, bah tu la ponces. Et puis voilà, tu mets un stagiaire ou un alternant sur le coup. Et puis voilà, c'est vite fait. Ok, tu avais aussi des exemples sur les UGC. Ouais, Donc, alors, User UGC, Generated Content. Ouais. Alors, ouais, juste ça, c'est une un stratégie. petit mot dessus, c'est que ouais. Ouais, vas-y. Souvent on entend parler en ce moment parce que c'est associé à la vidéo, mais le contenu généré par l'utilisateur, évidemment, à l'origine, c'est pas que ça. T'as Ouais. déjà un peu évoqué ça d'ailleurs dans certains exemples précédents où c'était les utilisateurs, des fois les développeurs, qui allaient remplir dans le cas de Zapier la data. Ouais, c'est ça. Mais comment dire? Enfin, UGC, ça s'applique à toute forme de contenu. Là, tu as parlé de la vidéo, mais ça peut s'appliquer sur les images. Par exemple, Unsplash, Pixabay, les banques d'images, c'est des photographes qui viennent donner les images. Enfin, donner, les soumettre et remplir la plateforme. Spotify, Apple Podcast, c'est des gens qui viennent soumettre les podcasts. YouTube. Ouais, ou YouTube, encore mieux. Sur les forums, c'est les gens qui viennent poser les questions et c'est d'autres gens qui viennent y répondre. Toi, tu as un taf de modérateur, mais ça s'applique vraiment à toutes les formes de contenu pour le coup. Et là-dessus, ce qui est super bien sur l'UGC, c'est, par exemple, Shopify. Shopify, ils ont une catégorie app sur leur site qui drive un trafic qui est monstrueux. En fait, toutes ces applications, c'est pas eux qui les développent, évidemment. C'est des gens qui veulent en faire du business, qui les développent, qui les mettent sur Shopify et qui s'occupent de les référencer parce qu'eux, ils ont tout intérêt à ce que la fiche soit optimisée pour se référencer sur Shopify et sur Google quand les gens tapent App Shopify pour modifier l'ajout au panier. Et ben, c'est eux, en fait, ils s'occupent même du SEO quasiment. Ils vont pas aller chercher du backlink, etc. Quoique, ça pourrait se faire, soit d'aller pousser sa propre fiche pour se référencer sur Google. Mais voilà, c'est hyper fort. À partir du moment où tu donnes les clés aux utilisateurs et un intérêt de le faire, souvent on est surpris par ce qu'ils arrivent à produire et la qualité de ce qu'ils produisent, qui est largement supérieure à ce que toi tu pourrais faire avec ton budget et ton temps. Là-dessus, ce qui est pas mal, c'est Doctissimo. Bon, ils sont pris quelques claques niveau trafic et visibilité, mais c'était ça a touché tous les forums santé. Mais il y a plein d'autres forums sur les animaux, sur whatever, qui s'appuient là-dessus et qui se référencent très très bien. Et l'avantage de ça, c'est qu'un modérateur, en 4 heures, il te fait 40 pages de modération. Il va supprimer quelques liens spammés qui sont là, corriger des fautes d'orthographe, quoi. Alors que un humain, en 4 heures, il fait une page. Là, il en a fait 40. Et il coûte le même prix. Donc, voilà, ça c'est un levier qui n'est pas toujours facile à actionner, parce qu'il faut motiver les gens à créer ce contenu-là. Mais derrière, quand c'est fait, c'est incroyable. Et pareil, le Bon Coin, il s'appuie là-dessus. eBay, il s'appuie là-dessus. C'est des gens qui créent. Je connais 2-3 personnes qui ont fait des sites web. Une fois qu'ils avaient une grosse communauté, ils ont créé un forum dédié. Le forum maintenant drive un trafic énorme. Et c'est sur ce forum qu'ils monétisent en vendant des produits, des choses comme ça. Et ça, je trouve ça hyper malin. C'est une gestion, c'est un art, mais ils sont doués. Et du coup, les forums, pour toi, est-ce que c'est une bonne source de SEO? Ok. Je Avec peux te lâcher les questions qui sont... Ouais, vas-y. En gros, les forums, c'est une pépite niveau SEO parce que tu as des gens, mais pour plusieurs aspects. Tu as des gens qui vont poser des questions et qui ont suffisamment un problème avec cette question pour prendre le temps de s'inscrire sur un forum et poser la question et attendre que des gens leur donnent la réponse. Et déjà, s'ils ont fait ça, c'est qu'a priori, il n'est pas sur Google. Donc, tu peux regarder ces questions-là
et y répondre. Parce que c'est très 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 probable qu'eux, ils aient fait la recherche avant sur Google. Il est encore plus probable que des gens aient cherché ça sur Google et juste aient eu la flemme d'aller poster ça sur un forum. Donc pour trouver des idées, c'est incroyable. Ensuite, pour te référencer, quand tu as un lien sur un forum, tu as du contenu qui est régulièrement mis à jour, avec des gens qui utilisent des mots dont la sémantique elle est plutôt bien appropriée à ton mot-clé. Donc ça, c'est intéressant pour un lien vers ton site. Et derrière, si tu as un lien, par exemple, dans un profil, c'est quand on clique sur le nom, par exemple, souvent on a des liens, et ben, il suffit que tu répondes à plein de questions et ça te fait plein de liens de pages différentes vers ton site, depuis des pages qui sont thématisées. Et il y a plein de techniques comme ça qui sont super, super sympas. Là, l'autre jour, j'ai trouvé. En fait, j'ai un site, enfin, je gère un site. Il était à peu près à 300 visiteurs par jour sur un e-commerce. J'ai racheté un nom de domaine expiré, donc un nom de domaine qui est tombé aux oubliettes, que quelqu'un avait acheté, qu'il a exploité, puis qu'il ne l'a pas renouvelé. Et j'ai racheté ce truc à 10 euros. Mais il y a plusieurs mois. Ensuite, ce nom de domaine-là, je ne l'ai jamais exploité parce que pas de temps. Je l'ai donc redirigé vers ce client parce que c'était pile la bonne thématique. Et là, début janvier, je me rends compte que boum, explosion du trafic. On s'est pris 3300 backlinks depuis des pages. Alors, je ne savais pas que c'était des pages bien thématisées à la base. On s'est pris 3300 backlinks et je vois qu'on passe à 500, 550, voire 600 aujourd'hui visiteurs par jour. Et je ne comprends pas pourquoi du tout. Et du coup, je vais voir sur Ahref et SEMrush et je vois que le nombre de domaines référents, donc le nombre de sites différents qui m'ont fait des liens, il n'a pas bougé. Ou alors il en a pris un ou deux, mais c'est moi qui les ai placés. Par contre, le nombre de backlinks a explosé. Donc en creusant, je me suis rendu compte que ce site-là, qui était à la base pas terrible, en fait, il était dans les flux RSS d'un forum. Et du coup, sur les 3000 pages du forum, d'un coup, il y avait eu des liens qui étaient apparus vers le site de mon client sur des pages hyper thématisées, pile, mais vraiment, quand je dis pile thématisées, c'est à la perfection. Et du coup, bah, le site a pris un énorme boost grâce à ce forum-là. Mais sans que ce soit voulu du tout. Donc ça, le rachat de... les forums, déjà, c'est génial. C'est une source d'information incroyable. Et le rachat de sites, donc ça, c'est une technique... donc là, tu n'en avais rien fait, mais c'est une technique que toi, tu appliques volontairement, par ailleurs, dans tes stratégies. Ouais, alors, je ne recommande pas de le faire à l'aveugle, parce que tu as plein de sites qui sont spammés, etc. Il faut quand même vérifier que le nom de domaine que tu rachètes soit qualitatif. Je recommande aussi de ne pas faire ce genre de redirection en masse. Tu en fais une ou deux, il y a quand même très peu de risques. Par contre, si tu fais ça toutes les semaines, ça commence à se voir. Mais de temps en temps, si jamais vous n'arrivez pas à exploiter votre nom de domaine expiré, vous pouvez faire une 301, une redirection vers un des sites que vous souhaitez pousser. Si c'est la même thématique, vous n'êtes pas à l'abri d'une petite surprise comme ça. Mais ça, d'ailleurs, c'est une technique qui est énormément utilisée pour trafiquer les métriques, les trust flow, citation flow, les DA des sites pour vendre plus cher tes liens. C'est pour ça que en fait, quand j'achète des liens, je ne regarde pas du tout ces métriques-là, parce que c'est tellement facilement manipulable que ça ne veut rien dire. Pour moi, les meilleures métriques, c'est le trafic par Google et la thématique. S'il y a moins de 1000 visiteurs par Google, même s'il y a des super métriques d'autorité ou quoi, en fait, ça ne veut rien dire. Si Google n'envoie pas de trafic, a priori, il ne fait pas confiance, donc je ne me fie pas aux autres trucs. Et d'ailleurs, là, on parle de backlink et de métriques, et ces techniques pour générer du contenu pour beaucoup moins cher que les stratégies classiques à la Monday.com, etc., ça existe aussi pour les backlinks. Parce que les backlinks, ça coûte une blinde, et t'en as qui ont des techniques de folie pour acquérir des backlinks. On a évidemment tout ce qui est Black Hat, etc. Je maîtrise pas assez ce domaine-là du Black Hat pour en parler. Mais par contre, ils ont des solutions qui sont, élégantes dans leur approche. Parce qu'au lieu d'aller payer des médias pour des liens, pour un lien à 5000 balles, ils vont aller créer un contenu en 3 heures, 4 heures, 5 heures, et l'envoyer à plein de médias. Et le contenu est tellement bien pensé, tellement élégant, qu'il y a plein de médias qui font des liens directement, gratuitement.
Ça, j'ai plein d'exemples de gens qui ont performé. Je vais juste boire un petit coup de thé parce que je commence à beaucoup parler. Ouais, vas-y. Mais premier que je pense, il y a pas mal de sites anglais qui font ça. C'est lequel? Là, par exemple, il y en avait un qui a fait une étude sur le prix des costumes des écoliers en Angleterre ou au Canada, je ne sais pas, pour les filles et pour les garçons. Ils se sont rendus compte que le prix était plus cher pour les filles. Et du coup, ils ont fait une petite étude, ils ont analysé les prix de différents costumes. Ils ont dit, mais c'est 8% plus cher, on va faire un dossier dessus. Ils ont fait l'étude, ils ont appelé ça avec un nom un peu sexy, la Pink Tax. Ils l'ont envoyé aux journalistes sur cette thématique-là. Et là, carnage. Tous les journalistes ont créé des articles. C'est inadmissible, la Pink Tax, comment la Pink Tax exploite les jeunes filles, les trucs comme ça. Et du coup, ils citaient l'étude. Et le site s'est fait l'équivalent de 20 000 balles de backlink comme ça, avec une étude qui, ça leur a pris peut-être 2 jours de la synthétiser. Et derrière, un beau communiqué de presse, et ça a été très très bien géré. Un autre truc assez incroyable, c'est un peu la stratégie à la MrBeast. Je sais pas si tu connais ce YouTuber, mais c'est faire comme si on donnait des gros budgets, mais c'est juste plus gros que d'habitude. Du coup, tout le monde en parle, mais c'est pas si énorme au regard des gains que tu en as. C'était, alors je sais plus du tout quelle marque c'était. C'était une marque d'un truc pour capter ton rythme cardiaque. Un device assez cher. Du coup, ils ont fait un jeu concours. Et ils se sont dit, ok, on recherche des participants qui acceptent de regarder pendant 12 heures d'affilée des films d'horreur avec ce capteur de fréquence cardiaque. Et en échange, 12 heures, ils c'est ça gagnent. que t'as dit? Ouais, 12 heures. Et en échange, ils gagnent une somme, je ne sais plus combien c'était, peut-être 5 000 balles. Mais c'était en gros, l'ordre de grandeur, c'était le prix d'un backlink sur un bon média. Et ils ont envoyé ça à plein de médias un peu putaclic, type BuzzFeed ou d'autres médias de ce type-là qui sont intéressés par ces histoires. Et ça a super bien marché. Tous les médias l'ont repris. Et du coup, ils ont eu des liens pour le prix de 1. Ils ont payé à un utilisateur les 5 000 balles. Et ils ont eu peut-être 20, 30 liens depuis des médias qui sont vachement chers. Et qui, juste avec cette petite technique-là. T'en as d'autres. Ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Alors ça, j'ai été bluffé par comment dire, le culot des gens qui ont fait ça. C'est en gros, c'était pendant le boom des cryptos en juin, où c'était peut-être déjà cassé la gueule, je sais pas. Mais bref, c'était l'année passée quand on en parlait beaucoup. Ils sont allés sur Ahref ou SEMrush. Ils ont regardé les mots-clés qui étaient tapés par les internautes. Ils ont fait un export. Ils ont regardé lesquels avaient des questions. Donc, toutes les questions sur les cryptos. Et ils ont trié par volume de recherche. Ils ont mis ça un tout petit peu de forme. Ils ont envoyé aux journalistes sur tous les trucs financiers, crypto, etc. en leur disant, voici le top 100 des questions sur les cryptos par les internautes. Et tu as eu une quantité de médias indécentes qui a fait des liens vers l'étude en disant les 100 questions sur les cryptos, enfin révélées, les trucs comme ça. Un truc, mais vraiment, là, je peux te le faire en 3 minutes. Et eux, ils ont eu l'équivalent de 50 000 balles de backlink comme ça, juste sur cette petite solution un peu maligne. Et ça, ce qui est incroyable, c'est que tu peux le faire sur tout. Si tu as un site, j'en sais rien, moi, sur des couches pour bébés, tu peux penser à ça sur des prénoms. Tu peux faire le top 100 des prénoms. Ou tu récupères, il y a sûrement la data niveau démographie. Tu regardes les top 100 des prénoms en 2023 ou en 2022. Et puis voilà. Ou tu as plein de. Tu peux aussi t'appuyer sur l'actualité. J'avais vu un site qui avait, pendant que Squid Game était un gros phénomène, ils avaient juste fait la recette du honeycomb. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un des trucs qu'ils utilisent. En gros, c'est une espèce de tablette en miel. Et il y avait plein de gens qui tapaient recette honeycomb. Personne ne trouvait. Et du coup, ils ont fait plein de recettes de honeycomb différentes avec des couleurs différentes. Et ils ont envoyé ça aux médias qui parlaient de Squid Game, donc c'était parfait pour faire la transition. Et voilà, autre quantité de liens, trop bien. Et tu as 2 autres techniques qui sont hyper originales que j'ai vu passer. La première, c'est en gros, c'est des mecs
qui ont fait. C'est pour un site de jeux vidéo ou de jeux web. Ils ont pris les 100 personnages de jeux vidéo les plus connus et derrière, ils ont estimé quel serait leur salaire si c'était des vrais personnages. Donc, par exemple, Lara Croft, elle est quoi? Elle est archéologue, et ben, elle gagnerait 30 000 balles par an. Mario, c'est un Mario. plombier. Un plombier, pareil, tu gagnes tes 25 000. Bon, si t'es un très bon plombier, allez, 50 000 balles par an. Et Pikachu, c'est un assistant d'un chercheur. T'es payé au lance-pierre, Pikachu, il gagnerait 15 000 balles par an. Et du coup, ils ont fait une étude sur les 100 personnages de jeux vidéo comme ça, et ça a trop bien marché. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je sais qu'ils s'étaient pris au moins une dizaine de très très bons médias qui leur faisaient des liens. Et ça, enfin, je trouve ça hyper cool que ça marche. Et les gens qui arrivent à penser à ce genre de stratégie au lieu de dépenser des milliers de cents directs, c'est hyper cool. Et ça, on avait fait ça avec un de mes sites, en gros, avec un copain, on avait une affaire, enfin lui, il a toujours, moi je suis parti, dans l'éducation pour les jeunes dyslexiques. Et du coup, on a nos sites qui tournent beaucoup là-dessus. On avait compilé plein de sources de statistiques sur la dyslexie. On n'a jamais fait aucune diffusion vers des journalistes, etc. Mais je sais qu'on a publié ces statistiques, il y en a peut-être une quarantaine. Et derrière, il y a des liens de Femmes Actuelles, Parents.fr, et un autre gros média, je ne sais plus qui est, mais sans qu'on fasse rien du tout, du tout. Donc j'imagine si aujourd'hui on prenait ce genre de compilation statistique que tu peux faire sur tous les domaines du monde, tu prends un Wallaxy, tu contactes tous les journalistes dans ta thématique, tu en as bien 5 ou 10 qui vont mordre l'hameçon. Si tu en contactes 500, normalement ça marche. Si tu les cibles bien, ça fonctionne bien. Et tu as aussi tous ceux qui font des outils. Ça, les outils, c'est la folie. Pareil, on en a fait plusieurs. Et alors, attends, par où je commence? En gros, on en a fait un. C'était un test. Un test à faire en ligne. Et il y avait plein de gens qui tapaient test sur Internet. Aujourd'hui, je crois qu'il nous fait peut-être 10 000 visiteurs par mois, un truc comme ça, sur le site où on l'a lancé. Ouais. Du coup, j'ai bricolé un test. On l'a mis en ligne. Et le résultat, c'est qu'en fait, les internautes, il reste un temps de dingue sur ta page, parce qu'ils remplissent le test. Du coup, tous les trucs sont au vert, tous les voyants sont au vert, la page se référence super bien, et tu as des gens qui font des liens, parce qu'ils ne peuvent pas développer le test eux-mêmes, et du coup, ils font des liens en disant « allez faire ce test-là ». Et ça, ce qui est bien, c'est que quand toi, tu as développé le truc, et bah, on l'a mis sur un autre site, et maintenant, le site, il est en dessous, on a le premier et le deuxième résultat, sur des requêtes qui sont cherchées 10 à 15 000 fois, et ça m'a pas pris plus de temps. Et en soi, j'imagine qu'on pourrait le mettre sur un troisième site et prendre, hop, la troisième position. Et bah là, c'est un tool qui est hyper utile, qu'on a développé avec des chercheurs. Enfin, c'était un vrai truc. Ça nous a pas pris non plus des milliers d'heures, hein, peut-être 2 semaines. Mais t'en as, ils ont fait un outil pour savoir combien de PQ, de jours de PQ il te restait chez toi. Donc tu notes le nombre de rouleaux que tu as et ça te dit et combien il y a de gens dans ton appart et ça te dit combien de jours tu peux rester. Voilà, c'est tout con, hein, c'est vraiment une division. Ils ont mis un design sympa et tout le monde s'est amusé avec ça. Il y a eu masse de trafic, il y a eu plein de gens qui ont fait des backlinks pour un outil qui, voilà, ça met 2 jours à faire. T'en as un autre hyper bien pour jouer avec des cordes vocales. Donc en gros, tu as ton écran, tu as des espèces de cordes vocales et suivant là où tu appuies avec ta souris, bah, tu as un son qui parle. Ça fait et tu essayes de parler, tu essayes de faire des mots et en fait, c'est impossible, c'est super drôle. Et voilà, et ça, pareil, ça a des milliers de backlinks, de peut-être quelques centaines de domaines référents, et ça, c'est trop bien. Mais sur les backlinks, je me demandais, donc quand ça vient d'un site, c'est facile de comprendre que Google sait le référencer, mais est-ce qu'il sait aussi les retrouver sur des sites comme Facebook ou les réseaux sociaux comme Instagram? Est-ce que tout ce qui est lien qui est mis vers l'extérieur, il sait gérer ça? Ou est-ce que pas du tout et ça passe à la trappe? Alors en fait, déjà, tu as beaucoup de réseaux sociaux qui ne laissent pas Google crawler leur site, parce que ça ferait...
un, soit c'est juste par intérêt. Deux, ça peut être parce que ça consommerait énormément de ressources, ne serait-ce qu'à Facebook, que Google aille charger toutes les pages qui sont présentes. Ce serait énormissime. Deux, ils ont peut-être juste pas envie aussi que Google capte cette data-là. Des fois, t'en as qui acceptent. Mais en fait, j'ai pas Instagram, du coup, je sais pas si Instagram est référencé ou pas. Mais la majorité, en fait, laisse pas Google crawler. Et de toute façon, tous les liens que tu peux placer toi-même, globalement, ils ont moins d'impact. Google sait très bien qu'un lien dans un commentaire, et ben, a priori, même s'il envoie un petit peu de poids, c'est pas ça la question. Un lien est un lien, mais il aura beaucoup moins de poids qu'un lien en plein cœur de l'article où toi, tu n'as pas accès, tu n'es pas le webmaster. Donc, a priori, c'est pas toi qui l'as mis, c'est vraiment quelqu'un qui t'a fait confiance. Et de la même manière, quand sur un article, tu as marqué article sponsorisé, c'est vraiment mis dans les yeux de Google que quelqu'un a payé pour ce lien. Donc, le lien a sûrement un petit peu d'impact, mais a priori beaucoup moins. Ou alors, c'est vraiment stupide de considérer qu'il a le même impact. Parce que c'est juste quelqu'un qui a payé. Mais du coup, pour les réseaux sociaux, dans la mesure où tout le monde peut mettre des liens vers son propre site, en fait, même si Google pouvait crawler et considérer ces liens-là, ça aurait peu de poids, peu d'intérêt. Par contre, ce qui est sûr, un truc qui compte, c'est les utilisateurs qui ne viennent pas que de Google. Donc, si Google voit que tu as une partie de tes utilisateurs qui viennent des réseaux sociaux, c'est quand même une preuve que tu n'es pas là que en SEO, que tu n'es pas un site qui a été 100% automatisé, que tu es une entité qui est légitime et qui a une présence, que les gens, tu communiques avec eux sur les réseaux sociaux. S'ils voient que tu as du trafic qui vient des mails, pareil. Voilà, tout ça, c'est des petits signaux. C'est pas ça qui va te faire ranker, hein, qu'on soit d'accord. C'est pas parce que tu as du trafic Facebook que tu vas être numéro 1. Mais par contre, c'est des petits signaux faibles qui montrent que tu es une personne legit, que tu construis petit à petit ta confiance. D'accord. Donc, faire de la pub, ça sert ton SEO, en fait. Ça ramène beaucoup de monde. Non, ça c'est vraiment un mythe que faire du SEA va servir ton SEO. Alors, ça va te servir pour valider ton idée en amont, avant de créer une page et de chercher à la référencer, mettre du budget. Tu peux valider par du SEA que les gens convertissent sur cette page-là. Là, oui. Mais c'est pas parce que tu envoies du trafic SEA, ou alors c'est minime. Parce que ça va juste être En gros, le comportement des utilisateurs va peut-être jouer un tout petit peu, mais ça n'a rien à voir. Enfin, tu peux faire un seul backlink, ça aura beaucoup plus d'impact que 8000 balles en pub pour référencer ton site. Tout à l'heure, tu parlais de Black Hat et tu parlais aussi que sur les réseaux sociaux, c'est toi qui tu allais mettre des commentaires. Et du coup, ça aurait que très peu d'impact, même si Google savait le regarder. Du coup, ça me fait penser, est-ce que, parce qu'on parlait d'utilisation tout à l'heure, est-ce que tu es en Black Hat? Est-ce qu'il y a des gens qui montent des forums avec des faux commentaires où ils font les questions, les réponses eux-mêmes pour pouvoir être référencés derrière directement? Est-ce que ça existe ce genre de pratique? Ouais. Bah, alors, il y a différents points. Dans les commentaires, j'ai vu passer une technique assez rigolote. Quand tu veux te référencer sur des mots qui ont des fautes d'orthographe, bah, évidemment, tu ne vas pas les mettre dans ton contenu, parce que niveau branding, c'est risible. Par contre, tu peux te créer un compte, écrire un commentaire avec ce mot qui a une faute d'orthographe, et du coup, ce mot, il est dans ta page, il est contenu dans ta page, avec cette faute d'orthographe-là. Donc, tu auras peut-être un micro-boost pour y aller. Donc là, tu as créé un profil sur ton commentaire pour créer du contenu. Je me mélange. Pour répondre à ta question, de créer des sites exprès pour te faire du lien, ça se fait beaucoup, ça se fait plus ou moins proprement. Mais t'en as qui créent des centaines de sites par jour avec du contenu scrappé, du contenu spiné, de l'IA, et juste pour faire des liens. Et donc en fait, ils ont un réseau de sites immense. Chaque site est poussé par 20, 30, 40 autres sites d'encore moins bonne qualité. Et ces premiers sites, de niveau 1, font des liens vers le site que tu veux pousser. Et en fait, ça leur permet d'éviter d'avoir à payer des liens, trop de liens, trop chers. Et de garder la main. Parce que le problème, quand tu payes un lien, même si sur le papier, tu es censé
Le mec qui l'a vendu est censé le laisser. S'il ferme le site, toi t'es le bec dans l'eau. Et t'as plus la main à ton lien. Donc, il y a peu de chances, si tu achètes un lien sur TF1, que TF1 ferme du jour au lendemain. Mais sur un petit site, un lien que tu payes 200 balles, bah, c'est tout à fait possible que le mec ferme. Ou bien, même s'il vire ta page. Tu n'as aucun moyen de le contacter ou de demander à ce que ton lien revienne. D'accord. Et sur cette histoire de lien et de combien de temps ils sont valides, est-ce que, justement, est-ce qu'il y a une durée de validité par rapport à la date de parution? Je suppose que, par exemple, tu parlais de TF1. Sur TF1, ils mettent pas mal de choses à jour parce qu'ils ont des émissions, ils parlent aussi d'infos. Du coup, est-ce que l'info toute neuve, le lien tout neuf, est-ce qu'il te donne plus de points, entre guillemets, qu'un vieux lien d'il y a un an, même si c'est un sujet qui ne bouge pas? Alors, oui, mais c'est peut-être pas pour la raison à laquelle tu penses. Il va t'envoyer plus de poids parce que cette page-là, elle va être plus en haut du site. On parle de TF1, ou n'importe quoi, même 20 minutes. Il publie un article, et du coup, l'article sera super proche de la home, ce qui sera dans le top des catégories, voire même un lien directement depuis la homepage. Sauf que le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, le lien, la page va s'enfoncer sous les actualités, et au bout d'un moment, elle se retrouve à 20 niveaux de profondeur, et Google a pas oublié son existence, mais elle a beaucoup moins de poids. Et donc là, ça perd effectivement de la puissance. Et en fait, on a ce problème-là sur pas que les médias, même les sites de blog qui vendent énormément de liens. Non seulement tu as 8000 liens qui sortent du site, donc le site est complètement vidé de sa puissance, mais en plus, au fur et à mesure, ils rajoutent des articles au-dessus. Il n'y a aucun maillage interne qui est fait parce que c'est pas du tout leur enjeu. Eux, ils s'en foutent, ils ont vendu le lien. Vraiment, ils s'en fichent si ça marche pas. Et du coup, ils font pas de maillage interne. Et les articles, ils s'enfoncent dans les profondeurs du site et on les revoit plus jamais. Et du coup, tu perds de la puissance petit à petit. Ce qui n'est pas le cas justement quand tu crées ton propre réseau de sites. Où là, tu peux faire en sorte que les liens les plus importants, tu les laisses, voire même tu les mets sur la home, comme ça ne bouge pas. Ou dans ton footer, comme ça c'est dans toutes les pages. Et je trouve ça bon. Évidemment, tout ce que je dis, il faut le faire jamais sur des sites de clients, éventuellement sur ses propres sites, mais ouais, ou en tout cas, il faut vraiment savoir ce qu'on fait pour éviter de faire manger une pénalité à un client. On le voit parler des liens en footer. Ça me fait penser souvent, c'est les agences qui créent les sites internet qui ont cette pratique-là, qui pour chaque site qu'elles ont créé vont laisser le lien vers leur site à elles. Donc ça, c'est ce qui me vient à l'idée tout de suite. Ouais, il y en a qui font des... J'avais vu passer une agence qui se vendait comme agence SEO. C'était terrible, je ne comprends pas comment ça marchait. Et ils vont à 8000%, ils vont se prendre une pénalité d'ici peu. Et en gros, ils créent des sites et tous les sites des clients qu'ils avaient, et il y en avait beaucoup, ils étaient liés dans le footer. Mais de tous les sites. C'est-à-dire que toi, si tu vends des grues, tu as fait ton site avec eux, et dans ton footer, il y a le lien vers les 800 autres sites qu'ils ont créés. Peu importe si le mec vend des brouettes, il ramasse des champignons, ou c'est un blog de mec qui fait du thé. Hein. Vraiment, tu as tout ça sur des mots-clés exacts. Et du coup, c'était terrible, parce que tous les sites, tu voyais à 10 km que c'était le même réseau, que c'était trafiqué, que c'était que des liens sur des encres exactes. Et voilà. Bref, mais voilà, il y avait, et ça c'était une agence web qui vendait ça à visiblement beaucoup de gens, parce qu'il y avait beaucoup de liens dans le footer. Et le pire, c'est que ça marchait plutôt bien. Ils ont envoyé des exemples en montrant, et regardez, là, vous tapez Grue Nice, on est premier. Bon, effectivement, t'es premier, jusqu'à quand? Mais ça, c'est visiblement pas leur responsabilité, donc ils s'en fichent. Et donc, tu disais qu'ils allaient se prendre incessamment sous peu. Est-ce que tu en as déjà vu se prendre des pénalités des sites comme ça, que tu suivais, et d'un seul coup, parce qu'ils avaient des pratiques moi, non. J'ai vu des sites de gens qui venaient me voir parce qu'ils s'étaient pris une pénalité. J'ai jamais eu de site, en fait, j'ai jamais eu de mission de recovery parce que ça m'intéresse pas trop et que les missions qui m'ont été proposées n'étaient pas dans des thématiques que j'appréciais. Moi, sur mes sites, j'ai fait plusieurs tests pour voir jusqu'où je pouvais pousser le curseur jusqu'à me prendre une pénalité.
Il y en a effectivement, il y a un site au bout d'un moment, j'ai trop abusé, et il s'est pris une balle. Mais, sinon, des sites qui prennent des pénalités, vraiment des vraies pénalités Google, on en voit à chaque update. Mais là, celui auquel je pense, c'est le forum de Doctissimo, où il y avait quand même beaucoup, beaucoup de pages sur la santé qui n'étaient pas de très bonne qualité, avec du contenu qui n'était pas toujours méga safe. Et du coup, ils ont pris une balle, mais vraiment sévère. Je crois que le trafic a été divisé par 2 en très très peu de temps. Des pages qui ont été déclassées. Mais en fait, c'est souvent dans ces thématiques-là. C'est souvent dans les thématiques santé, argent, tout ce qui va vraiment impacter la vie des utilisateurs s'ils suivent les conseils. Mais si tu vends, a priori, si tu vends des plantes, bon, à moins que tu donnes un usage médicinal ou quoi, je reprends. Si tu vends des écouteurs, il y a quand même peu de chances que tu te prennes une pénalité pour abus, qualité trop faible. Juste, tu vas pas te référencer parce que ta qualité est trop éclatée. Mais ça ne veut pas dire que tu vas prendre pour autant une pénalité. C'est juste que tu passes pas les seuils de qualité. Mais voilà. Mais c'est dur. Hein. Franchement, moi, j'ai poussé le curseur assez loin. Et pour se prendre vraiment une pénalité, où tu vois du jour au lendemain où ton trafic fait pouf, c'est compliqué. Il faut pousser vraiment le bouchon très très loin. Et du coup, ça me fait. Je sais pas si tu connais, c'était la réponse à ma question qui va venir là. Mais quand tu dis que tu peux te prendre des pénalités quand tu vas choisir des sujets un peu. Sur la santé, sur l'argent, qui détermine derrière quelle est la bonne source d'information? Google arrive à voir ça avec son moteur de recherche? Il regarde ça? A priori, si tu as des liens de gros médias, de revues scientifiques, de personnes que lui considère fiables, qui te fait des liens, ça devrait passer. En tout cas, c'est des bons signaux. Après, il a ce qu'on appelle des quality writers qui vont lire tes contenus et regarder, ok, est-ce que tu as l'air legit. Mais dans ces algorithmes, il a effectivement une partie pour déterminer est-ce que tu es digne de confiance ou pas. Après, ça reste des algos, c'est faillible. Et des fois, tu as des gens qui sont super qualifiés, qui font des super sites avec du super contenu, mais ça suffit pas parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'un backlink. Ils ne savent même pas comment mettre un lien vers un autre site. Et donc en fait, le site ne répond pas aux critères de Google. Et voilà. Mais ça j'avais le cas d'une maîtresse d'école qui était passionnée par son métier. Et elle écrivait beaucoup pour aider les autres enseignants à gérer les enfants difficiles, à gérer la dépression aussi des enseignants, qui est un vrai sujet, parce qu'ils voient que plus ils taffent, moins ça sert, malheureusement, au fur et à mesure des générations. Et du coup, elle écrivait énormément, et des contenus que, je ne comprenais pas tout parce que c'est pas mon domaine, mais des contenus qui étaient utiles, et pourtant son site il était scotché à 100 visiteurs par mois, et ça décollait pas. Du coup, je lui ai filé 2-3 extotes, quelques conseils, et depuis son site commence enfin à avoir des résultats. Mais c'est une personne ultra qualifiée, mais ça, Google est incapable de le voir. Parce qu'elle ne répond pas aux critères que lui, il a fixés. Donc, c'est injuste, mais c'est le game de Google, et malheureusement, on n'a pas trop de choix, il faut faire avec. Une question qui me vient là, c'est tout à l'heure tu parlais de sites donc, qui avaient commencé avec 70 pages et qui étaient montés à 5000. Combien de temps il faut, parce que j'avais aussi vu passer un de tes posts LinkedIn sur une entreprise que tu avais conseillé. Donc moi je connais la réponse, mais j'aimerais l'entendre de ta propre voix. Combien de temps il faut pour être référencé quand tu lances un site, quand tu lances, donc quand tu as mis en place ta stratégie de contenu, que tu lances, on va dire, 50 pages de contenu, alors que tu partais de rien. Combien de temps ça va mettre pour pouvoir ranker bien, en fait, et recevoir du trafic chez toi? Tu as des gens qui sont hyper qualifiés là-dessus, qui s'appellent les frères Perronnet, qui connaissent bien, et il me semble qu'ils parlent de 3 mois pour que Google capte bien ta page, l'axe que tu lui donnes, la question vraiment auquel tu réponds, à ce à quoi tu ne réponds pas. Donc tu peux considérer qu'au bout de 3 mois, tu as ta position définie sur une page si tu n'as pas fait de changement. Ça, c'est sous réserve que tu publies toutes tes pages d'un coup, comme tu as dit, tes 50 pages d'un coup. A priori, au bout de 3 mois, tu peux considérer que tu es à peu près au trafic que tu es censé avoir, selon Google. Après, quand tu fais une strat SEO,
c'est très très rare de tout mettre d'un coup. Et de toute façon, les backlinks, on les met jamais d'un coup. Donc, personnellement, j'ai jamais fait de mission SEO sur moins d'1 an. La majorité, c'est sur plus d'1 an. Souvent 2 au minimum, avant qu'on renouvelle. Oui, il n'y a jamais d'engagement ou quoi, mais on part à l'amiable en se disant, bon allez, on part là-dessus sur 2 ans. Évidemment, au bout de 6 mois, tu vois très très bien si ta stratégie, elle part dans le bon sens ou pas. Et là, tu peux itérer. Mais avoir des résultats concrets, des chiffres qui sont statistiquement fiables sur ton CAC, ton coût d'acquisition, pardon, ta LTV, tellement de jargon. Ta valeur client, oui, sur sa Ta valeur client sur sa durée de vie. Quand ils viennent du SEO, en fait, toutes ces métriques-là, il faut beaucoup plus de temps pour les avoir et pour savoir si ton SEO il est rentable ou pas. Tu vas voir si tu as du trafic ou pas. Mais en fait, le trafic, avoir du trafic, c'est pas compliqué. Avoir du trafic, le bon trafic, c'est un peu ça tout l'enjeu. Oui, ça me fait penser. Tout à l'heure, tu parlais d'un. Attends, je me souviens plus de l'exemple. Oui, c'était avec. C'est quand tu envoyé. Enfin, les gens qui avaient envoyé un article aux journalistes. C'était assez généraliste l'exemple que tu avais donné, donc je me souviens plus là, mais peut-être ça va te revenir toi. Et du coup, je me demandais derrière, c'est quoi qu'ils vendaient, puisque en fait, ça m'avait l'air de ramener. Oui, c'était sur les métiers, sur les métiers des personnages de jeux vidéo. C'était une plateforme de jeux vidéo et Solitaire, un jeu de cartes vraiment classique de ce type-là. Et en fait, tout l'intérêt, c'est que dans toutes les pages qui leur faisaient des liens, on avait les mots vraiment propres à l'univers du jeu vidéo. Mario, console, jeux en ligne, PS4, Xbox, j'en sais rien. Tous ces trucs-là. Et le fait d'avoir cette sémantique-là sur la page qui te fait un lien, ça décuple la puissance de ton lien. Parce que fondamentalement, si tu as un lien sur une page qui vend des brouettes, qui te fait à toi un lien sur le SEO, vers ta page sur le SEO, tu as peut-être un tout petit peu de valeur, mais c'est ridicule par rapport à la puissance d'un lien depuis une page qui parle de SEO et qui te fait un lien vers ta page de consultant SEO ou je ne sais pas. Donc, à chaque fois, ils essayent de rester dans ces thématiques-là. Parce que, typiquement, ceux qui vendaient des... un autre exemple que j'ai là-dedans, c'est, je crois qu'il s'appelle Car Guide, un truc comme ça. C'est des Australiens, je crois. Ils avaient fait une étude sur le coût de l'essence qui avait changé. Donc, pareil, c'est de la data qui n'est pas hyper compliquée à récupérer. Mais ils avaient synthétisé, ils avaient envoyé aux journalistes et qui avaient repris l'étude. Et dans tous les articles, ils parlaient des voitures, du prix de l'essence, de la mobilité. Bref, des sujets qui sont quand même connexes à cette entreprise qui vendait des voitures d'occasion, je crois. Donc, il faut toujours essayer de rester un peu dans cette thématique. Si tu ne vends pas des couches, c'est compliqué d'aller faire ton étude statistique sur le nom des bébés. Mais en fait, ce qui est génial avec cette technique, c'est que, un, tu as des journalistes sur tout, et deux, tu as des sujets et des stats sur tout. Donc, il faut juste trouver le bon match, mais derrière, généralement, ça marche. Et c'est intéressant, alors quand on parle de backlink, c'est quoi l'inverse? Donc c'est des liens, donc le backlink, c'est des liens qui reviennent vers toi, et les liens sortants, je me demandais, j'ai entendu dire, mais tu vas me confirmer, que par exemple, si tu écrivais un article de blog où tu mettais un lien par exemple, vers une vidéo YouTube que tu avais faite, ça allait aider le moteur de recherche à comprendre le thème de quoi il s'agissait. Donc ça, c'est une technique aussi à mettre en place. Ouais, alors en fait, ces liens externes, ils ont plein d'utilités. Premièrement, ça peut renforcer d'autres pages. Ça, on l'a vu. Quand tu fais un lien vers d'autres pages, ça prend un petit bout de la puissance de ta page et ça l'envoie à l'autre. Mais ça permet aussi de montrer à Google vers quelles sources tu renvoies tes internautes. Si c'est des sources fiables ou pas aux yeux de Google, ça va lui donner un signal sur toi, ce que tu considères de la qualité. Donc, c'est pour ça que quand tu fais des sites dans la santé, par exemple, et ben très, très, très souvent, tu vas faire des liens vers des études scientifiques, vers PublicMed, des grosses revues qui sont hyper fiables. Tu as des chercheurs, des doctorants qui ont fait des trucs. Parce que tu montres en fait patte blanche. Ça va aussi aider à montrer ce dont tu parles et ce dont tu ne parles pas. Parce que si tu fais un lien vers un autre site, ça veut dire que tu invites tes utilisateurs à creuser ce sujet-là.
Et donc ça permet de délimiter en disant je ne parle pas de ça, mais ça c'est aussi montrer patte blanche. Et c'est aussi intéressant pour Google de savoir, ok, si je renvoie un internaute ici, il pourra creuser le sujet s'il est intéressé. Donc ça a pas mal d'avantages. Il ne faut pas le faire trop, évidemment, parce que tu prends de la puissance quand même à ta page. Hein, et c'est pas comme si c'était. Tu l'as envoyé et tu l'as gardé. C'est vraiment envoyé ailleurs, cette puissance. Donc faut pas en abuser. Mais tu as des pages, et du coup, il y a plein de gens qui se disent je vais faire 0 lien externe, c'est mauvais, je vais garder toute ma puissance. En fait, ça marche sur certaines thématiques, mais tu en as d'autres où ça marche pas du tout. Quand tu fais j'en sais rien, moi, des annuaires, si tu n'as pas un lien vers le site du serrurier ou de je ne sais quoi, c'est nul en fait, parce que Google, il veut que l'internaute il ait l'information sur ton serrurier. Donc si tu ne mets pas le lien, ça n'a aucune valeur. Si tu fais un top sur les meilleurs Zapier ou plugins WordPress, si tu ne mets pas un lien vers les plugins, tu fais que le travail à moitié, donc il n'y a aucune raison que tu te références, alors qu'il y en a d'autres qui permettent à l'utilisateur de vraiment encore mieux creuser le sujet. Donc des fois, les liens externes, c'est obligatoire, même si effectivement, ça ne fait pas plaisir de prendre de sa puissance et de l'envoyer ailleurs. Ça me fait poser une question, ça, sur, tu disais, l'exemple du serrurier ou du plombier. Est-ce que Google considère un numéro de téléphone comme une source fiable externe ou il ne peut pas la vérifier et du coup, il ne l'utilise pas? À la façon de, toi, comme si tu ramenais sur un site. Merci d'avoir posé la question. Il a quand même toutes les fiches Google My Business, là. Donc, a priori, pour il peut vérifier. retrouver l'information. Est-ce qu'il le fait? Je ne sais pas. Mais c'est un test intéressant, mais j'ai pas la réponse. Et je pense que si c'est un numéro qu'il a jamais vu, peut-être qu'il va le considérer comme vrai. Par contre, s'il l'a déjà vu 50 fois, genre les numéros payants, vu qu'il le voit partout sur le site, sur tous les artisans, il a bien capté que c'était pas le numéro de l'artisan. Je pense. Peut-être que je lui prête des capacités supérieures, mais je pense que quand même. Très bien. Alors, ça fait 1h30 qu'on est ensemble déjà. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton logiciel, de ton app, Tot, un peu? Ouais. En quoi elle peut aider les gens qui veulent faire du SEO? Ouais. Et ben, en gros, Tot, à la base, c'était un truc que j'avais fait pour moi parce que j'avais besoin de pouvoir auditer en 2 clics l'optimisation sémantique des pages. Donc, il y a des énormes parties pris. Je sais que c'est l'extension gratuite et absolument incomplète. Elle ne permet pas de faire du référencement, mais ça permet d'avoir un aperçu global de la qualité, un ordre de grandeur en fait de l'optimisation sémantique de la page. Pour ça, je suis parti du principe que les mots-clés que Google attendait sur une thématique étaient souvent dans la meta title et la meta description. Donc, il y a une extension Chrome qui est gratuite qui te permet de faire une recherche, tu appuies sur l'extension, ça va aller analyser les meta titles et les meta descriptions de la page de résultat, et quand tu retournes sur ta page, tu peux recliquer sur l'extension et ça va analyser la page en disant est-ce que ces mots-là sont bien inclus. C'est hyper limité, mais ça donne un aperçu. Après, j'ai fait une deuxième version web parce que je gère pas mal de rédacteurs pour beaucoup de contenu et j'avais besoin de leur donner des outils où je sais ce qu'il y a derrière, je sais quelles sont les limites et comment les utiliser et que ça réponde bien à mes besoins de maillage interne, de cannibalisation, etc. Et du coup, j'ai fait une version web qui est beaucoup, beaucoup plus poussée et qui utilise des algos, typiquement BERT, des trucs dont on a récemment entendu parler, je ne sais pas si c'est ton cas, mais au cours des updates des 5-6 dernières années de Google, pour aller chercher les mots-clés qui sont à intégrer et la fréquence de ces mots-clés. Parce que certains, il faut les utiliser 1, 2, 3 fois, et d'autres, peut-être 12 fois. Et d'autres, il ne faut pas dépasser les 2-3 parce que ça pourrait induire en erreur. Il y a aussi une grosse partie sur le maillage interne, où en fait, quand tu mets des sujets dans un même groupe, ça va analyser ces sujets et te dire, depuis cette page-là, ce serait bien que tu fasses un lien vers celle-là, parce que la puissance sera maximisée entre tes pages. Et du coup, quasiment tout mon maillage interne, je le fais avec ça. Là, je suis en train de faire une étude de cas. Je pense que je la publierai la semaine prochaine, donc mi-février. Enfin, ouais, mi-février par là. Sur un site dans la santé, où j'ai fait le maillage interne à 95% avec ça.
Et là, en 14 mois, on est à 15 000 de CA par mois. Et en budget total, je crois qu'on est à moins de 4 000 balles. Donc c'est carrément rentable. Et la dernière partie, c'était. Alors, enfin, dernière partie, il y a plein d'autres fonctionnalités un peu classiques, mais il y a un mode collaboratif où, comme ça, moi, je peux faire ma stratégie. Je rends la page accessible à un rédacteur. Et le rédacteur peut venir en direct, rédiger. Moi, j'ai accès à son contenu et je peux lui faire des retours. Donc, c'est assez pratique. Évidemment, il y a un score d'optimisation. Et voilà. En fait, je construis les fonctionnalités selon mes besoins à la base. Là, aujourd'hui, j'ai pas mal de consultants SEO qui l'utilisent. Du coup, c'est eux qui me font des retours et je suis beaucoup plus en train de faire pour eux que pour moi. Mais, euh, mais voilà, c'est assez cool. C'est un projet que je porte à côté, que j'aimerais bien développer. Et en fait, vu que j'ai pas besoin de. Enfin, j'ai clairement pas besoin de ce tool pour vivre, du coup, je donne 10% du chiffre d'affaires TTC à des assos. Donc là, je suis en train de faire ce tri d'assos pour être sûr que ça n'arrive pas tout dans le marketing, type Amnesty International, qui sont des assos très bien, mais qui t'a donné de l'argent, flemme que ça aille pour faire des affiches. Autant que ça aille vraiment pour acheter tes briques pour faire ton école. Et du coup, je suis en train de faire ce sourcing là d'assaut. Et tous les trimestres, je vais le soumettre au vote. Et comme ça, on pourra choisir où est-ce qu'on délivre les sous. Ça, c'est cool. C'est un projet qui me plaît par cette dimension un peu plus éthique, je trouve. Et c'est complémentaire. J'y passe 1 ou 2 jours par semaine, max. Mais ça, d'ailleurs, petite strat, ça n'a rien à voir avec les stratégies d'hypercroissance dont on parlait tout à l'heure. Mais par contre, l'extension Chrome, à la base, je l'avais fait vraiment pour moi. Vu que je devais la rendre publique pour pouvoir l'utiliser sur différents navigateurs, sur différents ordi, pardon. Je l'ai rendu public et j'ai fait un post LinkedIn à ce propos. C'était le meilleur post LinkedIn de ma vie à l'époque. Il y a eu plus de 100 000 vues. Et du coup, ça m'a permis de valider le marché pour un tool que j'avais mis 2 nuits à faire. Et alors que je ne savais pas coder. Enfin, vraiment, une extension Chrome, c'est un enfer à faire. Enfin, je ne sais pas si c'est facile ou pas pour des gens qui savent coder. Moi, je ne savais pas faire du tout en JavaScript, comme ce qui demande. Et je me suis cassé les dents. Mais bon, 2 nuits blanches, ça, j'ai fait le truc. C'était vraiment nul au début. Mais bon, les gens avaient bien accroché. Du coup, j'ai un peu amélioré la chose. Et ensuite, j'ai mis tous mes efforts sur la version web. Mais voilà, petit projet à côté, sympa, que j'aime bien. Oui, très, très, très bon projet et qui en plus est utile puisque tu reverses 10% du chiffre d'affaires. Donc, comme dirait l'autre, que demande le peuple? Le peuple, c'est ça. Mais là-dessus, en plus, j'ai eu pas mal de retours de gens qui disaient ça fait du bien d'avoir un outil où c'est pas que du marketing. Enfin, des fois, le digital flemme un peu. Enfin, c'est toujours le même monde, le même moule, les mêmes. Ouais, des fois, on perd un peu la valeur ajoutée pour la société quand même. Acheter des backlinks sur des sites. Enfin, ouais, voilà. En fait, j'ai un autre taf dans l'énergie renouvelable et je suis quand même vachement content de l'avoir. Parce que ça me permet de donner une dimension un peu plus écologique, éthique, humaine à mon taf. Très bien. Juste une dernière question avant de clôturer. Ouais. Du coup, dis-moi si je me trompe, mais avant d'aller directement sur le contenu ou sur les backlinks, enfin d'abord le contenu, parce que sinon il n'y a pas de backlink derrière, mais c'est la stratégie de contenu, qu'est-ce que tu vas mettre en application qui est quand même vachement plus important que tout le reste pour démarrer en fait. Je pense que oui, et moi je passe. En fait, quand je me lance dans une opération SEO, j'ai quand même une énorme partie de mon temps au début qui est sur la structuration de la stratégie. Et quand j'attaque, je sais déjà tous les articles que je vais produire pour les 12 prochains mois. Et le maillage que je vais mettre. Et pas les backlinks que je vais acheter, parce que ça, je le fais au fil de l'eau. Mais niveau contenu, tout est clair, tout est carré. Et je gagne un temps de fou à faire ça avant. Ce qui est hyper important, en fait, là, on parle de créer du contenu, mais on dit ça comme si c'était simple. Vraiment, pour avoir accompagné pas mal de sites, ceux qui performaient vraiment, c'est ceux qui prenaient le temps de faire des briefs hyper solides, hyper concrets, où tu as de l'information qui est vraiment nouvelle, que Google, juste, il n'a pas. Il n'a pas sous cette forme-là. Des data que tu as interprétées, des stats que tu as tirés en interne, des retours de cas,
tirées de tes propres expériences. Ou bien des études scientifiques que tu as réinterprétées, que tu as liées entre elles. Tout ce taf qui prend du temps. Mais je vois les résultats sur les sites, et que ce soit en santé, dans l'environnement ou dans le sport, ça a 1000 fois plus d'impact et ça rank 1000 fois plus vite. Et ça a 1000 fois plus de valeur aussi, surtout. Parce que sinon, la définition de, je ne sais rien moi, la maltodextrine ou qu'est-ce qu'un tapis d'acupression, bah ça, t'en as 8000 des sites qui expliquent. Mais cet effort-là, de faire des briefs qui ont vraiment de la valeur ajoutée, enfin pour un contenu qui apporte vraiment de la valeur ajoutée, c'est hyper crucial. Et j'ai l'impression que Google, de plus en plus, il arrive à faire la différence entre un contenu qu'il a déjà vu 1000 fois, une information qu'il a déjà vue 1000 fois, et une information qui est vraiment nouvelle, où tu apportes un nouvel axe. Et du coup, je mets un gros focus là-dessus. Et ça ne plaît pas à tout le monde, parce que tu en as qui sont là juste pour créer du contenu. Dans ce cas-là, bah, généralement, de toute façon, je prends plus de missions en ce moment, je prends max 1 ou 2 missions en même temps. Du coup, bah, là, je me passe. Mais généralement, je dis non, parce que c'est pas intéressant. J'ai flemme de créer des pages pour créer des pages. Sauf si c'est pour mes sites, pour des tests. Mais si c'est pour des vrais utilisateurs, ça vaut pas le coup. Je réfléchis, est-ce que... Non. J'ai assez posé de questions, parce qu'on peut continuer longtemps comme ça. Donc on va s'arrêter là. Où est-ce que... Pour continuer sur le même sujet, là, qu'est-ce qui fait que Google reconnaît que c'est un contenu différent? Est-ce que lui il arrive à interpréter la data, ou est-ce que c'est parce que les gens restent plus longtemps, vont en parler plus à l'extérieur, c'est des forums peut-être, qu'il va reconnaître que c'est un contenu qui présente un point de vue différent? J'ai du mal à m'imaginer en fait comment il fait pour comprendre que c'est un contenu différent. Ça, c'est tout ce qui touche à ce qu'on appelle NLP, donc la compréhension des mots, comment, quand tu les imbriques dans tel ou tel sens, ça a du sens différent. C'est une grosse partie des algos de Google, c'est de comprendre l'information que tu cherches à délivrer avec tes mots que tu as mis dans un ordre précis. A priori, quand tu as des combinaisons de mots, ça forme des concepts. Et quand tu as des combinaisons de concepts entre eux, tu apportes une nouvelle information. Je pense que il est quand même relativement capable d'identifier quand tu as des nouveaux concepts et du coup des nouvelles imbrications de concepts pour donner une information nouvelle. Évidemment, ça, c'est pas la même chose sur toutes les thématiques. Il a beaucoup moins d'intérêt à mettre des résultats hyper quali sur des thématiques où il y a moins de business pour lui. Ou bien qu'il lui pose pas de problème s'il envoie des internautes vers des réponses fausses. S'il envoie en santé, je reprends cet exemple 1000 fois parce que j'ai des clients là-dedans, mais il va être beaucoup plus tatilleux sur l'information que tu délivres, parce que si jamais tu lui dis quelque chose de faux, c'est plutôt mauvais. Si tu vends des suites, a priori, il y a quand même il regarde moins, l'information va pas être cruciale, enfin, fondamentalement nouvelle, parce que c'est pas ce que veulent les gens. Mais comment est-ce qu'il arrive à déterminer est-ce que l'information est vraiment intéressante? Après, tu as aussi les signaux utilisateurs, comme tu dis, qui est une petite partie de la chose. Et tu as les backlinks, dont on parlait. Si d'un coup, tu as plein de médias qui arrivent, a priori, il y a peut-être un truc. Si d'un coup, tu as plein d'utilisateurs qui viennent des réseaux sociaux, pareil, ça vaut peut-être le coup de se pencher sur ce contenu-là et de revenir faire un tour pour voir si on a bien compris tous les concepts. Et pourquoi les gens sont intéressés par ce contenu. Ok, nickel. Merci beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils souhaitent te contacter? J'ai pas TikTok. LinkedIn, c'est déjà pas mal. Ouais, donc on se retrouve en cherchant Paul Grillet. Ouais, c'est Paul Grillet, puis on verra SEO, c'est ça? Je crois que j'ai même pas SEO dans mon titre. Il y a une casquette et un fromage. Donc, bon. Je crois qu'en ce moment, tu fais un petit code promo pour Todd, justement. Ouais, il m'a semblé voir ça dans ta description. C'est vrai. En fait, je fais payer normalement les tests parce que ça me permet. Moi, ça me coûte. À chaque fois que des gens utilisent Tot, pour la moindre requête, ça me coûte. Du coup, pour éviter qu'il y ait des gens qui en abusent alors qu'ils ont une propension à payer de 0, j'ai mis un truc ridicule de 7 € pour 4 contenus. Donc, c'est quand même peu cher par contenu. Au moins, je suis sûr de filtrer des gens qui, a priori, sont prêts à payer pour des outils.
Là, exceptionnellement, pour le lancement du site, je l'ai retiré cette limite-là. Je pense que je la retirerai ouais, en février. En fait, il y a 30, non, il y a 50, je crois, 50 codes promo. Là, il y en a une 25, je crois, qui sont partis. Et il y en a 25 encore dispo pour tester vraiment gratuitement. Et après, je remettrai la limite. Mais effectivement. Mais si tu veux, on va mettre un pour We Love Ruby. Comme ça, on verra. Bah, volontiers. D'autant que quand ça va sortir, ta promo actuelle, elle aura déjà sauté, je pense. Non, bah, je peux en mettre une. Bah, on peut se dire que je mets 30 coupons We Love Ruby en minuscule. Ça marche, c'est super. Merci. Et puis, let's go. Eh ben, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Non, bah, c'était un plaisir. On avait parlé de plein de trucs. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu évoquer encore, mais c'était sympa de repenser à tous ces use cases là. Très bien. Merci à toi en tout cas pour l'invitation. Très cool. Abonne-toi.